Merci. Arthur Keller, donc c'est à vous. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais j'ajoute quelques mots peut-être pour vous présenter. Spécialiste des risques systémiques, des vulnérabilités écologiques et sociétales, des stratégies de résilience collective. Vous intervenez comme expert pour des agences publiques comme l'ADEME ou le CEREMA par exemple. Et puis vous partagez vos convictions dans plusieurs grandes écoles, Centrale Supélec, École des Ponts Paris Tech. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs maintenant de plus en plus réagissent à lors de les cérémonies de diplôme. C'est entièrement grâce à moi. En tout cas, selon vous, le changement climatique n'est qu'un symptôme de dérèglement plus vaste. Et donc, vous allez voilà, peut-être faire une photographie et nous aider à comprendre ce que vous appelez par systémique. Et puis après, dans une deuxième partie de votre intervention, peut-être nous projeter vers des initiatives ou des... Je sais que vous n'aimez pas tellement le mot solution, si vous allez nous expliquer. Bref, des actions, des pistes. Ça marche ou pas? Oui, 1, 2, 1, 2. Très bien. Oui, solutions, disons des réponses, des stratégies collectives qu'on peut mettre en place. Merci. Merci pour cette introduction. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes contents d'être ici. Je vais vous calmer. Non, alors écoutez, mon intervention, elle va durer 1h15, c'est bien cela? 1h10, ah 1h10, mince, oh là, 1h10, je vais essayer de faire ça. Donc forcément, je vais accélérer alors que je parle déjà très vite. La première partie de mon intervention, les 2 gros premiers tiers, c'est un mauvais moment à passer. Il faut être clair, hein, c'est un mauvais moment à passer, y compris pour ceux qui connaissent beaucoup les sujets dont je vais parler. Je suis sûr qu'il y en a dans cette salle. Mon but aujourd'hui, c'est pas juste de vous parler de ça, de vous donner des infos, des concepts, peut-être des idées, des leviers. Oui, ok, je vais essayer. Mais c'est pas juste ça, c'est ça. Il est tôt, là, quelle heure est-il? Il est 9h30. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que les enjeux qui sont devant nous, on ne les a pas encore vraiment totalement bien conscientisés. Oh oui, on sait qu'on a un gros problème climatique. Oh oui, on sait qu'il faut faire des efforts. Non, il ne faut pas faire des efforts. Il faut changer de vie. Il faut changer radicalement la manière dont on se comporte. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'avenir. Radicalement, maintenant. Mais bon, on va y revenir. Parce qu'avant de savoir ce qu'on fait et comment on le fait, il faut peut-être essayer de comprendre. Et aujourd'hui, je pars du principe, c'est pas un principe, je pars du constat, excusez-moi. C'est un constat que je fais moi. Ce n'est pas un constat qui est partagé par beaucoup de gens, par certains. Je pars du constat que la problématique, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'a pas été bien posée. Pas encore. Qu'on continue à gérer ou à envisager, à concevoir les choses comme des crises, des problèmes qui viennent heurter une sorte de normalité. Et quand ces risques deviennent crises, on les gère pour revenir à la normale. Mais la normalité est en train d'évoluer. Elle glisse. Ce qui était normal il y a quelques années ne l'est déjà plus et ne le sera plus du tout d'ici 5, 10, et je ne vous parle même pas dans 50 ans. Nous sommes en train de sortir d'une période de relative stabilité. On va basculer en mode instable et nos modes de vie doivent radicalement changer. Également nos modes de gouvernance. La plupart des élus, je ne parle pas des gens ici, la plupart des élus ont des logiciels qui ne sont plus adaptés à un monde qui change vite. Bon, essayons de comprendre. Déjà, je vais commencer par vous dire, et je vais aller vite, hein, vous allez voir, mon débit va accélérer. On est dans un monde qui a des limites. Même si le monde n'est pas fermé, le monde c'est quoi? C'est la planète Terre. En fait, c'est la zone dans laquelle on vit à la surface de la planète Terre. C'est pas fermé, on reçoit des radiations solaires, etc. Mais pour une grande partie des choses tout de même, c'est un monde fini. Soit on a des limites, c'est-à-dire des stocks donnés dans les ressources, soit ces ressources se renouvellent, mais leur capacité de renouvellement, leur taux de renouvellement est limité. On a une nature qui est capable de se régénérer lorsqu'on la détruit, mais la rapidité de cette régénération a des limites. On a une nature qui est capable d'absorber un certain nombre de pollutions, mais cette capacité a des limites. Et en fait, absolument partout, il y a des limites. Alors, je ne suis pas le seul à en parler, il y a tout un champ disciplinaire là-dessus. Et il y a, par exemple, je vais commencer dans le dur en citant cette étude,
qui s'appelle Les limites planétaires, Planetary Boundaries en anglais, étude de 2009, mise à jour régulièrement depuis, la dernière mise à jour c'est en avril dernier, et en avril dernier, voilà ce que nous disent les scientifiques du système Terre. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est que la science du système Terre, j'y viens après. Ils nous disent, bon, quelles sont les conditions de maintien d'une habitabilité de la planète Terre? Habitabilité de la planète Terre, hein, vous voyez ce dont on parle. C'est quoi les conditions? Ben, les conditions, ils ont évalué qu'il y avait 9 limites à ne surtout pas franchir, 9 seuils. Alors là, sur cette représentation, où, intuitivement, vous comprenez peut-être que quand on est dans le vert, ça va, et que quand on dépasse le vert, c'est qu'on a dépassé le seuil. Sur les 9 limites, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on en a déjà dépassé au moins 6. Alors vous avez déjà entendu parler du fait qu'on a un problème climatique. Ça, c'est en haut à gauche, là. Effectivement, on est hors limite, c'est-à-dire on est hors zone de stabilité du système climatique planétaire. Maintenant, il y a d'autres limites, comme vous pouvez le voir, qui sont dépassées. Par exemple, la diversité génétique qui s'effondre. Par exemple, à gauche, les sols, la manière dont on utilise les sols et dont on les détruit, plus ou moins vite. En bas à gauche, vous avez les pollutions qui explosent un peu partout, avec des niveaux de toxicité des habitats naturels qui dépassent l'entendement des fois. En bas, nous avons les cycles biogéochimiques, avec un zoom sur le cycle du phosphore et de l'azote. Et en haut à droite, une partie du cycle de l'eau. On est proche de la limite en ce qui concerne l'acidité des océans. Et il y a une autre limite à droite qui concerne les aérosols, pour laquelle on n'a pas encore de quantification qui fasse consensus parmi les experts. Donc cette limite-là, elle est dépassée ou pas, on n'en sait encore rien. Voilà, donc 9 limites à ne surtout pas dépasser, 6 déjà dépassées minimum. Je vais citer d'autres études, mais par contre, vous allez voir, dans cette première partie d'exposé, je ne vous donne pas mon avis, on s'en fout. Votre avis, on s'en fout encore plus peut-être. Et l'avis des gens que vous connaissez et du gars qui est sympa au comptoir, on s'en fout encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous donne pas mon avis, je vais vous citer la littérature scientifique sur ces sujets. Et comme ça ne suffit pas pour faire un exposé qui soit cohérent et qui soit rigoureux, parce qu'en réalité, des études, il y en a plein, et certaines se contredisent, et qu'on peut aller piocher des études qui nous intéressent pour appuyer un point de vue ou un autre. Moi, ce que j'ai fait, et vous pourrez aller vérifier si ça vous chante, c'est que dans chacun des champs disciplinaires que je vais faire intervenir, je suis allé chercher là où les quelques études qui sont les études vraiment de référence en la matière. Voilà. J'aurais pu aller chercher encore bien pire. Je vous épargne ça, vous allez voir, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le pire. C'est déjà pas mal. Donc la première étude que je cite, c'est celle-là, les limites planétaires. La deuxième, c'est celle-ci, la grande accélération. En 2015, il y a une équipe internationale de scientifiques du système Terre qui a dit que, écoutez, en fait, on se rend compte que si on regarde les activités humaines, depuis environ 50 ans, elles explosent. La quantité de ces activités, l'intensité de ces activités, avec les flux d'énergie et de matière, avec les destructions environnementales, avec les pollutions que cela induit, ça explose. Donc c'est à gauche un certain nombre alors là, vous ne voyez peut-être pas d'ici, je ne sais pas ce que vous voyez, mais globalement, ça peut être, bon, on voit rien, ça peut être l'usage d'énergie primaire, ça peut être l'usage des engrais, ça peut être l'usage de l'eau, la production de papier et d'autres choses. Et à droite, la partie en vert, c'est les impacts qu'on observe sur le monde naturel. Et bien là aussi, ça explose depuis une cinquantaine d'années. Donc que ce soit les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, que ce soit par exemple la température de surface, l'acidification des océans, la perte de forêts tropicales, etc. Donc on a un certain nombre d'indicateurs comme ça qui montrent que, boum, on est dans une phase d'expansion massive des activités humaines sur une planète qui est, on est d'accord là-dessus, finie? C'est une planète finie. Et il se trouve que nous avons donc une troisième étude que je vais citer qui est assez connue. Elle était connue, elle a été un peu moins, elle est de nouveau un petit peu plus. C'est une étude qui a 50 ans, c'est les Limits to Growth. Halte à la croissance, premier titre, maintenant retraduite, c'est mieux, par les limites à la croissance, mise à jour depuis, la dernière mise à jour date du début des années 2000. Pourquoi je cite cette étude qui a 50 ans? Parce que c'est la seule étude en réalité où on a tenté, où des spécialistes du système Terre et de la dynamique des systèmes ont tenté de modéliser l'humanité sur la planète Terre. Vous vous rendez compte que c'est absolument impossible de modéliser ça de manière précise. Donc ils ont modélisé ça de manière grossière. Ils ont pris juste un certain nombre de paramètres et ils les ont finement paramétrés, calibrés en fonction des données qu'ils connaissaient du passé. Et le choix des paramètres qu'ils ont fait et la manière dont ils ont eu de 1, les calibrer, 2, les relier entre eux, fait que cette étude, 50 ans plus tard, elle est toujours valable. Et une étude qui est toujours valable 50 ans plus tard,
dont le but est de prévoir les différentes dynamiques d'un certain nombre de variables du système Terre et de l'humanité, ça force le respect. C'est pour ça que j'en parle, et je ne suis pas le seul à en parler. Quand un modèle économique reste valable plus de 3 ans, déjà, ça vaut presque un prix Nobel. Et je rappelle qu'il n'y a pas de Nobel d'économie. Nobel d'économie, ça n'existe pas, c'est une esbrouffe. C'est le prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, dit communément prix Nobel d'économie. Bref, je referme cette parenthèse. Nous avons aujourd'hui donc cette étude-là qui ressort. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Plein de choses, des choses pas forcément rigolotes. Elle nous dit qu'on prend un risque si on ne change pas radicalement la manière d'organiser nos sociétés et si notamment on ne rentre pas en décroissance. C'était pas des décroissants, c'était des physiciens. Hein. Ils nous disent que si on ne rentre pas en décroissance dès les années 70, alors on va dépasser les limites planétaires et il y a des choses qui vont se casser et des courbes qui vont aller vers le haut, d'autres vers le bas, notamment la courbe de la population qui irait d'un seul coup vers le bas, quelque part dans le 21e siècle. C'est pas rigolo. En même temps, ce ne sont pas des prédictions, c'est juste des modèles. Ils nous éclairent sur un certain nombre de choses, mais on a aussi la main. Jusqu'à un certain point, mais on a la main. L'avenir, on ne fait pas que le subir. On peut aussi décider de s'en emparer un minimum. Parmi les nombreuses leçons de cette étude, il y a ça. Et ça, ce n'est pas juste cette étude qui a conclu ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez simple à comprendre, vous allez voir, et puis assez facile à démontrer en dynamique des systèmes, et qui a été validé, revalidé et survalidé dans de nombreux champs scientifiques. Ça dit quoi? Ça étudie la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'on a un système qui a une limite et qu'on lui imprime une pression? Qu'est-ce qui se passe si la pression augmente? Alors, mathématiquement, je veux dire, du point de vue purement mathématique, c'est une abstraction, si on est capable de repousser la limite du milieu qu'on considère, on peut augmenter la pression à l'infini. Tant que la limite augmente, si la pression augmente aussi, mais reste en deçà de la limite, là on est en haut à gauche, à la rigueur, pourquoi pas? Et il se trouve de fait qu'on a réussi à augmenter la limite. Alors de quoi je parle là? Je parle du système Terre, je parle de l'endroit où nous vivons tous, je parle de l'empreinte écologique, qui est la courbe en trait-plein, qui signifie, je schématise, la pression qu'exercent les activités humaines sur la nature, et je parle de la biocapacité, qui est la courbe en trait en pointillé, et là aussi je schématise, qui est globalement la capacité de l'environnement à supporter ce qu'on lui inflige. Bon, donc quand on fait monter la biocapacité, à ce moment-là, la pression peut augmenter. Tant qu'elle reste en dessous, ma foi, ce n'est pas un problème. Et comme je disais, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a, à pas mal d'égards, dans le passé, réussi à augmenter la biocapacité et la capacité de charge, en réalité, de la planète. Quand on a produit plus d'énergie, finalement, on pouvait être plus nombreux à vivre. Lorsqu'on a produit plus, quand on a augmenté les rendements lors de la révolution verte, comme on appelle ça, eh ben on a augmenté la capacité de charge de la planète. Voilà. Donc on a déjà, par le passé, augmenté. Sauf que là, maintenant, c'est un peu fini. C'est là qu'on a épuisé déjà à peu près toutes nos cartouches en termes d'augmentation du rendement et d'augmentation de la capacité de charge de la planète. Au contraire, c'est en train de décliner un petit peu. Bon, passons. Ce que je suis en train de dire, c'est que si l'impact est en dessous de la capacité de charge, il peut augmenter. Tant que s'il reste en dessous, ce n'est pas un problème. Maintenant, il y a des gens qui comprennent qu'il y a ça, c'est une abstraction mathématique pure. Dans le monde réel, je vous ai dit, il y a des limites. Notamment, il y a une limite à notre capacité à repousser la limite. Donc, la limite, elle peut augmenter, c'est en haut à droite, mais globalement, ça se calme. À un moment, ça augmente plus beaucoup. On peut envisager un monde où la pression qu'exercent les activités humaines sur la planète pourrait continuer encore longtemps à augmenter, tant qu'elle augmente plus vite, enfin pas vite, et tant qu'elle reste en dessous de la capacité de charge, une fois de plus, pourquoi pas. Mais, et si, et spoiler, c'est le cas, et si la courbe en noir avait dépassé la courbe, enfin la courbe en trait plein avait dépassé la courbe en pointillé, et si ce qu'on infligeait à la planète, et je vous l'ai déjà dit juste avant, dépassait la capacité de charge. Alors comment réagit le système? Deux manières de réagir. Manière numéro 1, en bas à gauche, très vite, pour une raison ou une autre, l'empreinte écologique redescend en dessous de la biocapacité. Et à ce moment-là, le système peut s'équilibrer autour d'une position d'équilibre. Il se met à osciller. Parce que ce que vous remarquez, c'est qu'au moment où les deux courbes se croisent,
La biocapacité, la courbe en pointillé, elle commence à décliner. Alors, je vous explique pourquoi. Pour schématiser, là encore, il y a différentes dimensions à la pression que les activités humaines exercent sur la planète. La toute première dimension, ça va être ce qu'on prélève en amont. Et il se trouve aujourd'hui que l'on prélève plus vite que le taux de renouvellement de la grande majorité des ressources renouvelables. Évidemment, pour les non renouvelables, on ne fait que puiser dans des stocks. Fini. Ensuite, ça c'est en amont. En aval, on rejette des déchets et des pollutions. Il se trouve qu'on le fait plus vite que la capacité du système à absorber. Et au passage, on détruit, et il se trouve qu'on le fait plus vite que la capacité du système à se régénérer. Voilà. Donc, à partir du moment où l'empreinte écologique dépasse la biocapacité décline. Donc si la première repasse en dessous de la seconde rapidement, avant qu'elle ait trop décliné, le système peut se stabiliser. Mais, et là on passe en bas à droite, et si ce n'est pas le cas, et si on continue à augmenter l'empreinte écologique, pendant ce temps-là, la capacité de charge de la planète décline, puis décline de plus en plus vite, et descend très bas, qu'est-ce qui se passe? Ce que démontre cette étude, mais ce qu'on a démontré depuis bien d'autres, c'est que quoi que nous fassions, et ça c'est une leçon à retenir, quoi que nous fassions, la courbe en trait-plein va repasser en dessous de la courbe en pointillé. On peut l'organiser ou le subir, mais quoi que nous fassions, on ne peut pas durablement prélever plus que ce que la planète peut donner, on ne peut pas durablement détruire plus que la capacité de régénération, on ne peut pas durablement polluer plus que la capacité d'absorption, parce que sinon les toxicités s'accumulent dans les habitats. Voilà ce qui se passe. Et donc on peut le faire, on peut être au-dessus de la capacité de charge transitoirement, la capacité de charge finit par s'effondrer, et au final, non seulement la courbe en trait-plein repasse sous la courbe en pointillé, mais elle repasse sous une courbe en pointillé qui, entre-temps, est descendue très bas. Et cette courbe-là, elle n'augure rien de très bon. Donc retenez bien que l'empreinte écologique de l'humanité va repasser sous la biocapacité de la planète, quoi que nous fassions. On peut l'organiser ou le subir. Mais ce n'est pas une question de volonté politique. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça va se passer. Ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de mobilisation citoyenne. Quoi qu'on fasse, alors si on se mobilise, s'il y a la volonté politique, on pourra peut-être évidemment l'organiser, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on fasse, la courbe en trait-plein va repasser sous la courbe en pointillé. Et dans le courant de ce siècle. Peut-être même dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Donc, nous avons face à nous une problématique qui est systémique, et les incidences de cette problématique touchent l'intégralité du système Terre. J'y viens maintenant. C'est quoi le système Terre? Alors, le système Terre, c'est différentes dimensions du monde naturel. La première dimension, c'est la lithosphère. C'est la couche externe du manteau terrestre. Et là-dedans, on va en tirer un certain nombre de choses. La première chose qu'on va en tirer, c'est du pétrole. Voilà, et donc je vais très vite, hein, parce que si je voulais faire si je voulais être en profondeur, il faudrait quasiment faire 1 heure sur chacune de mes diapositives. Bon, bref. Donc, nous avons les grandes découvertes de pétrole depuis 50 ans, depuis un peu plus de 50 ans, c'est ça. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, nous en sommes rendus là. Le taux de remplacement du pétrole conventionnel, c'est 16%. Bon, ça s'arrête en 2019, parce qu'après, avec la Covid, les données sont totalement faussées. Mais globalement, 16%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril de pétrole que l'on découvre, on en consomme 6. À partir de là, certains disent « Ah, on ne va plus avoir de pétrole ». Et d'autres disent « Mais on nous emmerde avec ça, ça fait longtemps qu'on dit qu'il n'y aura plus de pétrole, il y en a encore, et dans 40 ans, il y en aura toujours, etc. » Alors, très honnêtement, oui, du pétrole, il y en aura toujours. Il y en aura toujours sur Terre. Du pétrole, il y en a de toute façon, si on prend la chose du point de vue climatique, trop. Il ne faut pas tout brûler. Mais la question, c'est qu'il faut accompagner évidemment la sortie du pétrole des sociétés. Parce que si on peut se réjouir du fait qu'on en consomme moins, ce qui n'est pas forcément encore totalement le cas au niveau mondial, hein, mais si on peut se réjouir de cela, on ne peut pas se réjouir du fait que ça se ferait de manière désorganisée ou de manière improvisée. Parce que ce serait une véritable catastrophe, en tout cas pour la France, parce que j'attire votre attention sur le fait que la France, du pétrole, elle en produit très peu, entre 1,5 et 2% de ce qu'elle consomme. Voilà. Donc, au final, il faut préparer cette sortie du pétrole, et ça, c'est un changement de société. On a une société qui est vraiment pour et par le pétrole. On a besoin de pétrole, et de surcroît, c'est pas tout. On a besoin d'une abondance perpétuelle de pétrole qui soit ni trop cher, sinon gilet jaune et potentiellement toutes les autres couleurs, ni trop bon marché. Parce que si le baril de pétrole se vend moins cher que ce qu'il a coûté à produire, l'industrie n'est plus rentable. Et elle finit par se casser la gueule. Comme ça a été le cas, par exemple, au Venezuela, pays qui a pourtant les premières réserves de pétrole mondiales et qui s'est littéralement effondré en 2016-17, tout simplement parce que le baril de pétrole était descendu à un tarif trop bas et que ça lui coûtait plus cher de produire un baril de pétrole que de ne pas le produire. Donc l'économie s'est effondrée. Et depuis, elle n'a pas redémarré, même si le tarif du baril est remonté.
Le fait est que nous sommes entièrement contraints par cette... Enfin, embêtés, on est piégés par cette contrainte du pétrole qui est absolument omniprésent. Pour réussir à répondre à la demande de pétrole d'ici 2025, il faudrait soit développer des capacités de production supplémentaires équivalentes à 2 fois l'Arabie Saoudite, là, dans les 3 ans qui viennent, donc on peut se dire que ça n'arrivera pas, soit multiplier la production de pétrole de schiste nord-américain par 3 d'ici 2025, alors qu'ils sont déjà au taquet. En fait, ils produisent même un peu moins aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Donc, on en est là. Il va y avoir un problème de pétrole. Et le problème de pétrole, ce n'est pas est-ce qu'il y en a dans le monde, est-ce qu'il y en a géologiquement. Non, le problème de pétrole, c'est est-ce qu'il y en a à Toulouse. Et si oui, combien et à quel prix. Si nous sortons, et on est en train de le faire, hein, je vous le dis tout de suite, si nous sortons de l'ère du pétrole bon marché, il faut bien comprendre que le business model de la grande majorité de nos entreprises s'effondre. Donc imaginez si, en l'espace de quelques années, parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, imaginez si en l'espace de quelques années, 90%, si ce n'est pas plus, des entreprises font faillite, quel que soit le secteur. Vous imaginez ça? Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est plausible. Tout dépend du pétrole bon marché aujourd'hui. Bon, au-delà du pétrole, on a également un certain nombre de minerais qu'on va aller chercher dans le sol. Par exemple, pour nos joujoux technologiques qu'on adore. Voilà, énormément d'éléments du tableau de Mendeleïev dans un smartphone aujourd'hui. Faisons un zoom sur le cuivre. Pourquoi le cuivre? Parce que nous avons un grave problème climatique et que la solution qui nous est proposée aujourd'hui au problème climatique, elle est avant tout technique. C'est une vision de la transition énergétique qui porte avant tout sur le développement de nouvelles capacités de production énergétique avec des nouvelles technologies. Et puis l'électrification, pour raison de décarbonation, l'électrification d'un certain nombre de nos usages. Notamment, vous le savez, la mobilité. Bon. Mais qui dit électrification dit réseau électrique. Qui dit réseau électrique dit cuivre. Il n'y a pas d'électrification sans cuivre. Nous, en France, on a déjà un réseau électrique conséquent. Il y a des pays qui en ont beaucoup moins. Mais globalement, cette grande transition énergétique qui nous est vendue comme la solution ne se fera pas sans beaucoup de cuivre. Et le cuivre est non substituable. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat de ceux qui disent qu'on pourrait faire en aluminium. Ce n'est pas vrai. L'aluminium, il ne supporte pas la haute tension. L'aluminium, il est friable. L'aluminium, c'est un mauvais conducteur par rapport au cuivre, etc. Donc, sans cuivre, non substituable, il n'y a pas de grande électrification. Et le cuivre, voilà comment évolue la courbe. C'est la courbe orange, en fait. On s'en fiche, elles ont toutes à peu près la même tête. Depuis le début du siècle dernier, la consommation mondiale de cuivre, ça a fait ça. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que pour réussir à tenir les engagements en termes de transition énergétique qui sont annoncés par les différents pays, il faudrait, entre maintenant et 2040, multiplier la production de cuivre par 3 ou 4. Par rapport à... bon, là, on est au plafond déjà. Hein. Ça s'arrête en 2016. Donc là, en 2022, on est déjà au plafond. Il va falloir multiplier encore tout ça par 3 ou 4 dans les 20 prochaines années. C'est plausible? Il faut voir. Parce qu'il est où, le cuivre? Le cuivre, il est surtout en Amérique du Sud. Il y en a dans d'autres pays, mais voilà. En bas à gauche, vous avez le Pérou, et à droite, vous avez le Chili. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir, le gros morceau en haut à gauche, c'est autres pays. D'accord? Mais à peu près 25% des réserves mondiales de cuivre, c'est au Chili. Pareil pour le lithium. Première réserve mondiale de lithium, c'est au Chili également. Et évidemment, le lithium est un autre métal très important pour cette transition. Et bien, le problème, voyez-vous, c'est que le Chili, il manque d'eau. Et que l'industrie minière, elle a besoin de beaucoup d'eau. D'eau douce. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de cuivre au Chili, première victime du manque d'eau. Chili, bientôt plus d'eau au robinet de la capitale. On en est déjà aujourd'hui à se dire, en 2022, que le monde doit se préparer à une pénurie longue et grave de cuivre, alors qu'on a à peine commencé le grand chantier de transition énergétique et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Je vous pose la question, si jamais ce grand projet tel qu'on l'a conçu, tel que le conçoivent nos élites, si jamais ce grand projet de transition énergétique n'allait pas jusqu'au bout, si même peut-être il ne pouvait même pas aller jusqu'au quart de ce qui est prévu, c'est quoi le plan B? Merci, on y vient. Alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Ce sont les experts des matériaux qui ont dit ça en juin dernier au World Materials Forum. On en est déjà là, on a à peine commencé le grand projet. Il y en a qui n'ont même pas commencé du tout, certains pays. J'attire votre attention également sur le fait que la France ne produit quasiment rien en termes de minerais. Donc nous sommes, comme pour le pétrole, tributaires de notre capacité future à importer cette ressource qui va devenir contrainte, qui l'est déjà. Oui, alors juste une chose, tout ce que je raconte, je le racontais déjà avant la crise en Ukraine.
La crise en Ukraine n'a rien à voir là-dedans, ce n'est pas un déclencheur, c'est un révélateur, un accélérateur à certains égards d'un certain nombre de choses. Il faut savoir que le prix du gaz, qui aujourd'hui explose, il a fait commencer à augmenter très fortement avant que Poutine ne mette un pied en Ukraine. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement ubuesque, où nous, sous prétexte que le prix du gaz augmente, eh bien, on laisse les lois du marché faire leur travail. Ben oui, c'est comme ça. Et donc, ben, des gens sont plus rentables. Ben, s'ils sont plus rentables, ils mettent la clé sous la porte, et c'est comme ça. Par exemple, les principaux producteurs d'engrais européens. Et quand bien même je suis un partisan d'aller vers un autre type d'agriculture qui je ne dirais pas qui se passerait d'engrais, mais enfin qui en consommerait beaucoup moins, le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, une grande majorité de la production alimentaire a besoin d'engrais en Europe. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois quand on n'aura plus assez d'engrais? Je ne sais pas. Voilà, donc accrochons-nous. Nous avons également un petit zoom à faire sur le sable. Vous savez peut-être, parce que ça a beaucoup circulé, qu'on a un problème de pénurie de sable pour la construction. Sable de construction qui n'est pas n'importe quel sable, c'est souvent du sable marin, parce que le sable du désert, il n'accroche pas, c'est friable. Savez-vous qu'en 2017-2018, en 2 ans, la Chine a consommé autant de sable que les États-Unis en avaient consommé pendant tout le XXe siècle? Il y a des explosions d'un certain nombre de flux qu'on a du mal à s'imaginer. Aujourd'hui, la Burj Khalifa, le plus haut building du monde à Dubaï, qui est pourtant dans un désert, on pourrait croire qu'il y a du sable, et qui est pourtant au bord de l'eau, on pourrait croire qu'il y a du sable marin, elle a été entièrement construite avec du sable importé d'Australie. Et aujourd'hui, il y a des mafias, il y a un marché du sable, un marché noir du sable, des mafias qui volent des littoraux entiers dans le monde. Alors, toutes ces choses-là et bien d'autres encore, est-ce que c'est un problème d'énergie ou de matières premières? Ben, c'est les deux. Et c'est bien ça le problème, c'est que les minerais sont de moins en moins concentrés et donc l'extraction de ces minerais demande de plus en plus d'énergie. Or, l'énergie est de moins en moins accessible et donc sa production demande de plus en plus de matières premières. Et c'est l'un qui, multiplié par l'autre, forme ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive ou un emballement du système et qui fait que non seulement on va atteindre des limites, mais qu'on va les atteindre beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et qu'est-ce qu'on fait? On fonce sur l'océan. Je ne vais pas développer tout dans cette... Parce qu'en fait, ça montre qu'il y a tout un tas d'activités liées à l'océan qui sont en train d'exploser. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train notamment d'aller exploiter, on va le faire, on commence à le faire, les ressources minières marines. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va reproduire en mer avec des désastres environnementaux, parce qu'en plus, il n'y a personne là-bas pour voir ce qu'on fait. On va reproduire en mer les mêmes erreurs qu'on a faites sur Terre, et on pense que ça va nous permettre de continuer la fête. C'est faux. Le jeton qu'on remet dans la machine, là, ne va pas durer très longtemps. C'est tout au mieux 5, 6, 7 ans peut-être de poursuite de la gabegie. Et ensuite, la dynamique des systèmes montre que même si on a d'autres ressources, au final, par accumulation de pollution, ça va se casser la gueule. C'est-à-dire il va y avoir une rupture dans les systèmes écologiques. C'est déjà en train de se produire et je vous y amène. La deuxième partie du système naturel, du système Terre, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, eau de surface, eau de profondeur. L'hydrosphère est dans un sale état, il y a des pollutions chimiques, il y a des pollutions matérielles, ça par exemple c'est aux Philippines, ça touche les humains, ça touche les animaux, sur Terre comme en mer, ça nous touche nous à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'on ingère ou on inhale des micros et des nanoplastiques à hauteur d'environ 5 grammes par semaine en moyenne dans un pays comme la France. Donc selon les auteurs de l'étude qui ont conclu ça, ils nous disent que c'est l'équivalent d'une carte bancaire. Ouais, vous êtes heureux de savoir que chacun de vous, chaque année, avale sans le savoir une 50aine de cartes bancaires. On n'est pas plus riche, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Nous avons des problèmes d'acidification. On les voit à différents niveaux. On les voit notamment pour la formation du zooplancton. Et on les voit surtout, là, pour l'instant, sur les barrières de corail. Sauf que les barrières de corail, c'est 25% de la vie marine qui s'y développe ou qui s'y reproduit. Et quand les barrières de corail auront disparu, ce sera un véritable gros problème. Je dis bien quand, je ne dis pas si. Ce que nous disent les experts, c'est que si on atteint 2 degrés de réchauffement planétaire, eh bien, minimum 99% des coraux disparaîtront. Donc il y a de grandes chances pour que ça se produise. Phénomène qui touche l'hydrosphère de réchauffement, ça, c'est pas un scoop. Accélération du rythme de montée des océans. Problème de salinisation des nappes phréatiques qui font que les terres arables qui sont en surface, quand en dessous ça devient saumâtre, ben, c'est plus des terres arables, c'est ça. Ça, c'est au Bangladesh. Phénomène d'assèchement qu'on voit un petit peu partout sur Terre maintenant. Ça se développe très vite. Ça, par exemple, une photo qui ressemble à la précédente. Ça, c'est une partie du Rhin en juillet 2018. Ça, c'est une partie de la Loire cet été. Vous voyez, on n'est pas proche de la source, hein, on est plutôt proche de l'embouchure. Donc ça, on savait, hein, les scientifiques savaient que ça allait se produire quelques jours, quelques semaines par an, mais quand même, on ne pensait pas que ce serait dès les années 2020. Pardon. Et puis il y a des phénomènes de raréfaction d'oxygène dans l'eau, ce qu'on appelle les anoxies ou les hypoxies,
qui font qu'il y a des écosystèmes entiers qui disparaissent parce qu'ils s'étouffent, ils s'asphyxient. Et ça se multiplie à un rythme alarmant. La troisième dimension du monde naturel, c'est la cryosphère. En fait, c'est une sous-partie de l'hydrosphère parce que c'est de l'eau, mais c'est l'eau sous forme de glace. C'est à la fois les glaciers, les inland seas, Groenland et Antarctique, les banquises, et le pergélisol, le sol gelé des hautes latitudes. Un rapport de 2019 du GIEC qui est spécialisé là-dessus, qui est consacré à la cryosphère et à l'hydrosphère, nous dit que ça fond de plus en plus vite à une vitesse qu'on n'a pour l'instant pas la capacité à modéliser correctement. Il y a des choses qui nous échappent encore. L'atmosphère, quatrième dimension du système Terre, vous savez ce que c'est. L'atmosphère, voilà ce qu'on peut dire par exemple. En regardant les reconstitutions de la concentration atmosphérique de CO2 sur les 800 000 dernières années à partir des carottages en Antarctique, c'est une science très solide, ça. On peut voir qu'aujourd'hui, nous sommes à 420 parties par million, ce qui n'est pas du tout dans le cycle qu'on a pu observer depuis 800 000 ans, avec une courbe de la température qui suit de très près cette courbe-là, et avec des successions entre des aires glaciaires et des périodes interglaciaires. Là, on est hors cycle. On a une concentration... C'est de la pluie, ça? Ou c'est un chariot? Ah oui, d'accord. J'ai cru que... D'accord. Une concentration de... Oui, non, j'étais assez étonné, mais bon. Une concentration de CO2 qui est la plus haute depuis au moins 2 millions d'années, depuis le dernier rapport du GIEC, paru l'été de l'année dernière. Au niveau de la température, voilà ce que ça donne depuis le début de notre ère. On n'est pas dans un cycle, d'accord? Donc il faut arrêter de dire ça ou de le laisser dire. Nous sommes maintenant à la cinquième dimension du monde naturel, c'est la biosphère. La biosphère, c'est l'ensemble du vivant terrestre. Voilà. C'est tout ce qui vit, c'est Bambi et tous les autres animaux de la forêt, notamment. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Je ne vais pas pouvoir vous faire, évidemment, vous voyez que j'avais très vite et je survole. Il y a énormément d'études là-dessus. Je vous en sors une qui me paraît extrêmement intéressante parce qu'elle a suivi près de 21 000 populations de vertébrés, terrestres et marins, depuis 1970, partout sur Terre. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des taux de déclin partout, à quelques exceptions près locales. Il y a toujours un petit malin pour aller piocher une exception. Évidemment, il y a certains endroits, il y a un travail de réintroduction ou de sauvegarde des espèces qui a fonctionné. D'ailleurs, en Europe, il y en a un certain nombre sur des mammifères. Mais globalement, il y a des taux de déclin observés partout. Et la moyenne de ces taux de déclin, c'est 68% entre 1970 et 2016. Donc c'est grave, c'est très grave. En France, un tiers des oiseaux de campagne a disparu en 15 ans. D'après une étude allemande de 2017, entre 1989 et 2016, plus de 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu en Europe du Nord. Aujourd'hui, nous en sommes rendus là. Si on regarde la biomasse que représentent les mammifères terrestres et marins sur Terre, on évalue que 62% de cette biomasse, c'est les animaux d'élevage, 34% c'est les humains, il reste 4% de faune sauvage. Bon, alors, est-ce que ça commence à devenir une cause digne d'une mobilisation ? On attend d'avoir éradiqué 98%, 99, 99,8%. Fun fact, on fait partie du vivant. Et on ne survivra pas sans le reste. Sixième et dernière dimension du monde naturel, la pédosphère. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est l'ensemble des sols. Et que nous disent les experts des sols? Ils nous disent que les sols au niveau mondial sont très dégradés à 33%, dégradés à 75%. En raison des activités humaines, et notamment l'agriculture. Alors jusqu'à présent, je ne vous ai pas donné mon avis, je vous ai juste montré un état le plus neutre possible, croyez-moi, neutre possible de l'état de la planète, un état des lieux. Et à côté de la planète, il y a l'anthroposphère, c'est la sphère humaine, c'est à la fois les constructions anciennes et récentes, c'est les produits que l'on fabrique, c'est les polluants qu'on rejette, et c'est nous. Et l'anthroposphère, je vous l'ai déjà dit, elle fait ça, boum, à gauche, avec les impacts à droite sur la nature. Parce que nous sommes en situation de déficit écologique, c'est-à-dire que la biocapacité est en deçà de l'empreinte. On inflige trop au système Terre par rapport à ce qu'il est capable. Ce sont les mêmes courbes que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était une courbe noire et une courbe en pointillé. Là, elles sont rouges et vertes, c'est les mêmes. On est en dépassement écologique depuis environ une cinquantaine d'années. D'après le Global Footprint Network, c'est depuis le début des années 70. D'après d'autres estimations, ce serait plutôt depuis la fin des années 70. Mais ça fait plusieurs décennies, quoi qu'il en soit, que l'humain inflige à la planète plus que ce qu'elle ne peut encaisser. Alors, est-ce qu'on commence à comprendre un peu la situation, oui ou non? Oui ou non? Je sais pas. Ah oui, quand même. Non. Non. Et c'est précisément ça le problème. Parce que quand on a vu tout ça, on ne comprend pas la situation. On comprend que c'est grave, mais on ne comprend pas pourquoi. Et il n'y a pas grand monde qui va au-delà de ce point. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important d'aller au-delà de ce point. On ne risque pas de trouver les bonnes solutions si on ne s'attaque pas aux bons problèmes. Alors c'est quoi les problèmes?
Le dérèglement climatique, par exemple, est-ce que c'est un problème de fond? Est-ce que c'est un mal, au sens de maladie? Moi, je vous dis non. Je vous dis c'est juste un symptôme. Un symptôme du fait que notre civilisation, je vous l'ai déjà dit, est une machine qui transforme la nature en déchets. On prélève en amont, on transforme avec de l'énergie, on fait des biens, des services, des activités humaines et on génère des déchets en sortie. On reboucle certains petits cycles dans cette chose-là, mais voilà, ça finit au final de toute façon au même endroit et c'est globalement un flux massivement linéaire qui convertit la nature en déchets. Voilà ce qui est en train de se passer. Les déchets sont de trois natures, soit solides, soit liquides, soit gazeux. Parmi les gaz, il y a une catégorie de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui dérèglent le climat. Le climat, c'est un problème de pollution, c'est de la pollution atmosphérique, une certaine forme de pollution. C'est une des multiples conséquences de ce problème, du problème que le flux d'extraction, en fait, nous sommes dans un système qui est extractiviste, productiviste, consumériste, croissanciste, pollutionniste. Voilà. Et ce gros système-là, eh ben, il imprime trop, voilà, il marque trop. La pression exercée est trop forte. Et tant que ça ne sera pas résolu, tant qu'on ne sera pas dans une descente énergétique et matérielle, il n'y a pas de solution qui tienne. Tout ce qui propose une solution, mais qui ne s'attaque pas à ça, ne sera pas une solution. Ça peut être bien, ça peut être mieux, mais ce n'est pas une solution. Tant qu'on ne baisse pas les flux d'énergie et de matière globalement, pas de solution, juste des aménagements pour rendre peut-être certaines crises moins pénibles, temporairement. Voilà où on en est. Pour bien comprendre la différence qu'il y a entre un symptôme et un mal, petite métaphore bien sympathique. Imaginez que vous ayez mal au crâne, imaginez que vous ayez des problèmes de peau, imaginez que vous ayez des problèmes de digestion. Bon, si ces trois choses-là sont des différents problèmes et que vous cherchiez des solutions, j'ai une bonne nouvelle, il y en a. Ça s'appelle du paracétamol, ça s'appelle de la pommade, ça s'appelle de la tisane. Ok, youpi, c'est bon. Circuler, il n'y a rien à voir, vous pouvez continuer votre vie avec de petits aménagements quotidiens. Imaginez maintenant que ce sont juste différents symptômes du fait que nous avons un cancer généralisé. Vous allez soigner le cancer avec de la pommade et du paracétamol? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre le fait, et c'est là que je vous invite à vous réveiller sérieusement, il faut comprendre le fait que traiter la maladie est radicalement différent dans sa nature que juste additionner les réponses aux différents symptômes. Ça n'a rien à voir. Quand on comprend le cancer, on comprend la nécessité, on comprend que la vie est en jeu, et parce qu'on veut survivre, on comprend la nécessité d'une thérapie de choc. Ce n'est pas un petit aménagement quotidien, c'est la vie qui se met au service de la thérapie. Et au niveau mondial, on en est là. La survie est en jeu, c'est l'habitabilité de la planète Terre pour une grande partie du vivant qui est en jeu et qui va se jouer là dans les prochaines décennies. Donc, ce que l'on devrait faire, si l'humanité était un tout cohérent et lucide, ce qu'on devrait faire, c'est arrêter tout. Faire un gros temps mort, de la même manière qu'une personne qui apprend qu'elle a un cancer très avancé, elle arrête tout. 1 heure plus tôt, c'était impensable d'arrêter d'aller bosser. Il faut travailler, il faut rapporter de l'argent, il faut payer le loyer. Non, j'ai ma vie, j'ai mes projets, c'est impensable. Et pourtant, quand on apprend ça, on arrête tout. On se démerde. Pour certains, c'est très difficile. Et on rentre dans une thérapie de choc. Et ça demande des sacrifices. Et c'est compliqué. Mais on le fait parce qu'on comprend qu'il faut essayer de survivre. Donc si l'humanité était cohérente, elle arrêterait 80 à 90% des activités économiques. Elle garderait juste ce qui est absolument indispensable. Et on serait tous mobilisés pour régénérer la nature. On va le faire ? Donc, attention, j'ai quand même dit qu'il y avait quelques lueurs d'espoir à la fin. Donc on va y venir. Mais il faut avouer tout de même qu'on est mal embarqué. Aujourd'hui, nous avons, heureusement, des gens qui travaillent sur tous ces problèmes-là, tous ces sujets-là, sur les problèmes à la fois d'accès aux ressources dans la croûte terrestre, sur les problèmes d'eau, sur les problèmes de la fonte des glaces, notamment tous les gens qui vont dépendre de la fonte des glaciers himalayens, qui en dépendent, les 2 milliards de personnes à peu près qui vivent en dessous. Ça va être croustillant ce qui va se passer dans les prochaines décennies, au Bangladesh, en Inde et tout ça, et surtout peut-être même au Pakistan. Les problèmes d'atmosphère, notamment pollution atmosphérique, pas que le climat, les problèmes de biosphère, heureusement tout de même qu'il y a des gens comme Cyril, heureusement tout de même, si c'était pas que là-dessus non plus, heureusement qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui luttent pour la protection des arbres, pour la protection des océans, des mangroves, des barrières de corail, de telle ou telle espèce, que sais-je. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent sur la pédosphère, la bouffe, l'accès à la bouffe, et puis tous les problèmes humains, voilà. Et si un jour, ça n'arrivera pas, mais si un jour nous arrivions à résoudre tous ces problèmes, on aurait
du paracétamol, plus de la pommade, plus de la tisane, et le cancer serait toujours là. Bon, on ne prend pas les choses de la bonne manière. Vraiment pas. C'est quoi les implications de tout ça? C'est quoi l'avenir? L'avenir, si vous voulez, c'est qu'on va vers une descente énergétique et matérielle parce que la courbe en très plein va repasser sous la courbe en pointillé, quoi qu'on fasse. On va avoir, ça ne va pas être linéaire, ça ne va pas être égalitaire. Certains pays vont avoir un peu plus que leur juste part, d'autres n'auront plus rien peut-être. Mais au final, globalement, ça va tous nous toucher. Nous aurons dans les prochaines décennies moins d'énergie, ça peut être déjà commencé, moins de matières premières. Et tout ça pour gérer plus de problèmes parce que ça se fait sur fond de changement de régime climatique, ça se fait sur fond de disruptions écologiques. Ah oui, parce que le changement de régime climatique, ce n'est pas juste une canicule par-ci et puis une inondation par-là. Hein. Ce sont des systèmes écologiques qui ne peuvent pas s'adapter. La flore et la faune ne peuvent pas s'adapter, ça va trop vite pour elles. Voilà. Et au final, derrière, s'il n'y a plus de faune, plus de flore, si les récoltes sont gravement touchées, de plus en plus gravement touchées, de plus en plus souvent dans les prochaines décennies, c'est aussi les disruptions sociétales. Donc c'est ce que j'ai écrit là, raréfaction, pénurie, de choses aujourd'hui dont on ne sait même plus vivre sans, et pourtant on dépend des approvisionnements, avec des stabilisations sociétales, des conflits, sans doute même des guerres. Voilà, ça, je suis désolé, je suis navré de vous dire tout ça, et je n'ai pas une posture de militant quand je vous raconte tout ça, ce sont mes conclusions les plus rigoureuses possibles en tant qu'expert. L'humanité n'échappera pas à ça dans les prochaines années et décennies. La question, c'est pas est-ce qu'on peut continuer à faire croître cette empreinte écologique, c'est comment on la fait décroître. Est-ce qu'on le comprend, est-ce qu'on arrive à l'organiser, auquel cas peut-être que ce sera gérable, pilotable un minimum, ou est-ce qu'on continue à penser que vers l'infini et au-delà c'est possible, et dans ce cas-là, on va le subir dans le chaos. On est très vulnérable face à tout ça, notamment parce qu'on est dépendant des transports et que tous les transports dépendent du pétrole. Tous, même le train aujourd'hui, hein, il n'y a pas de train sans pétrole. Hein. Il faut bien que les agents de la SNCF aillent bosser, il faut entretenir les voies, il faut fabriquer les rails et tout ça. Donc, nous sommes dépendants d'infrastructures, réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, télécom, qui dépendent pour leur bon fonctionnement et leur maintenance en permanence d'énormément d'énergie et de matières premières, des métaux, du pétrole, oui bien sûr, mais également du sable. Nous sommes dépendants de technologies, on en a mis partout, on adore ça, c'est génial. Et effectivement, ça peut être super utile, mais c'est bien tant que ça marche. Et un jour, ça ne marche plus. Et un jour, ça ne marchera plus, et ce qui a été prévu pour réparer le truc ne marchera plus non plus. Et dans ce cas-là, on fait quoi? Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui, pour des choses vitales, de dépendre exclusivement de la technologie. Je ne dis pas qu'il faut l'éradiquer de partout, je dis qu'il faut au moins un backup. Il faut au moins quelque chose, un plan B, au cas où la technologie plante. Et face à ça, nous avons des précarités absolument inimaginables. On croit que la France est un pays riche, la France est un pays très agricole de surcroît et qu'il n'y a pas de problème alimentaire en France. Eh bien, plongez-vous, ne serait-ce que dans cette étude de 2017, qui a évalué l'autonomie alimentaire des villes en France et qui dit qu'en moyenne, les villes alimentaires, les aires urbaines françaises dépendent pour leur bouffe d'imports à 97,1%. 97,9%, pardon. C'est 2,1% en moyenne qui est produit localement de ce que les gens bouffent. Voilà, on en est là. Et oui, parce que comme le grand mot, c'est la compétitivité, hein, en étant tous en concurrence, ben pour être compétitif, il faut que chacun se spécialise. Et les territoires n'échappent pas à cette logique. Alors, certaines spécialisations sont évidentes. Hein, on ne va pas produire des bananes à Dunkerque. Voilà. Donc, chaque territoire ne peut pas produire la même chose. Pour autant, on aurait pu imaginer que les territoires conservent un minimum de sécurité alimentaire en produisant chacun une grande partie, sans parler d'autarcie, une grande partie de ce que les habitants consomment. Non, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Moi, je suis bordelais. Voilà, je suis désolé, je sais qu'entre Toulouse et Bordeaux, des fois... Bon. Mais je suis bordelais. Voilà. À Bordeaux, c'est une grande région agricole, mais ça produit que du liquide. Donc on exporte tout le liquide et on importe tout le solide. Voilà. Et bien ça c'est bien, c'est facile, c'est tranquille, tant qu'il y a du pétrole abondant et bon marché, et que ça ne coûte rien de faire venir les choses. Et bon, ben ça, malheureusement, c'est bientôt fini. Alors face à ça, il y a des solutions qui nous sont vendues. Attention, ne vous réjouissez pas trop tôt, j'ai mis des guillemets. Parmi ces solutions, notamment ça. Rapport Brundtland, 87, acte de naissance officiel du développement durable. La question que je vous pose, moi, c'est ça veut dire quoi durable ? Je vous réponds pour vous, parce qu'on peut, nous, naïvement, penser que durable, c'est un truc qui dure, quoi. Oh non, non, ça serait trop simple. Ce ne sont pas des écolos qui ont mis au point le développement durable, ce sont des économistes mainstream, des économistes néoclassiques. Aujourd'hui, tous les économistes qui travaillent à la Banque mondiale, au FMI, à Bruxelles, à Washington et autres, tous les modèles sur lesquels se reposent les États, les entreprises aussi, tous ces modèles-là sont des modèles néoclassiques, qui se basent sur un certain nombre d'hypothèses.
Parmi ces hypothèses, il y en a deux qui sont croustillantes, je vous les partage. Une qu'on doit à ce bon français, Jean-Baptiste Say, qui, dans son cours d'économie en 1828, a écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Merci, monsieur Say. Et effectivement, aujourd'hui, dans les modèles économiques qui sont utilisés, certaines ressources sont prises en compte maintenant, mais le caractère épuisable de ces ressources n'est toujours pas pris en compte. Donc, par construction, les modèles économiques qui sont utilisés pour prendre les décisions de notre société sont des modèles qui considèrent qu'il n'y a pas de limite dans la disponibilité de ressources naturelles. C'est fou. Et même on en est arrivé à se dire, s'il n'y en a plus sur Terre, on ira les chercher ailleurs. Mais non, mais on en est là, quoi. Alors la réponse est non, hein, je vous le dis tout de suite, là, spoiler alert. La grosse majorité aujourd'hui des modèles qui sont utilisés, enfin la grosse majorité, je ne sais pas pourquoi je dis ça, tous les modèles qui sont utilisés, excusez-moi, sont des modèles fortement soloiens, je ne sais pas comment on dit, parce que c'est M. Solow à qui on doit une autre hypothèse. Or, il n'est pas le seul à avoir travaillé dessus, mais c'est lui qui a eu le prix Nobel pour ça. L'hypothèse de substituabilité des facteurs de production. Alors ce monsieur, oui, il a écrit ça, il a dit dans un speech, il a dit « Le monde peut se passer des ressources naturelles ». Merci, monsieur Solow, prix Nobel. Nous avons donc une hypothèse de substituabilité des facteurs de production, c'est-à-dire qu'on peut interchanger les différents facteurs de production, les différents capitaux sur lesquels la production est appuyée. À la base, au tout début de l'école classique, il n'y avait que deux facteurs de production, c'est les hommes et les machines, et l'idée c'est de dire s'il n'y a plus d'hommes, on les remplacera par des machines et vice-versa. Là, c'est un peu con, mais bon, passons. Pourquoi pas ? Mais sauf que maintenant, on utilise ces modèles-là pour prendre des décisions sur le monde réel. Le monde réel, il y a des ressources et elles sont limitées. Et donc ça donne quoi, cette hypothèse de substituabilité ? Ça donne, si on coupe tous les arbres, s'il n'y en a plus, c'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Mettre des machines à la place. S'il n'y a plus d'abeilles, on va mettre des drones. Ce sera durable. Donc ça veut dire quoi, durable, dans ce paradigme de pensée-là ? Est-ce que ça veut dire qu'il peut durer ? Non. C'est un discours d'économiste. Et la durabilité pour un économiste, c'est on lègue aux générations futures une quantité globale de capital au moins équivalente au capital actuel. C'est durable si le capital ne baisse pas au cours du temps. Mais, comme le capital est substituable, alors reprenons l'exemple des arbres. Imaginons qu'on coupe tous les arbres de la planète. Bon, ça n'arrivera sans doute pas, hein. Mais imaginons, si on les laisse pourrir là, alors là, oui, c'est une perte de capital. Mais si on utilise le bois pour fabriquer, je sais pas, des outils, du mobilier, de l'immobilier, même pour faire de l'énergie qui est ensuite utilisée par une industrie, imaginons, il n'y a pas perte de capital. Il y a transfert d'une forme de capital vers une autre forme de capital. C'est durable. Donc il faut bien comprendre une chose. C'est que quand vous entendez développement durable, quand vous entendez croissance verte, c'est la même chose à peu de choses près, hein, ça veut dire cette durabilité-là. Ça veut dire une chose dans le monde réel, non durable. C'était orwellien. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a plein de gens qui se mobilisent sur le développement durable. Il y en a certainement ici. Et je ne dis pas que tous les gens qui bossent sur le développement durable sont des cons ou des salauds. Je ne dis pas que tout ce qui sort du développement durable est inutile. Il y a plein de choses très utiles. Mais je dis que le cadre conceptuel général n'est pas le bon. Qu'il est hors sol, il est même inconciliable avec les lois de la nature. On a un problème. La deuxième dimension du développement durable, c'est la technologie. La technologie va nous sauver. On fait de la croissance, on réinvestit des surplus dans l'innovation technologique qui va résoudre les problèmes. Le problème, il n'est pas technique. La technologie n'y peut rien. Le problème, il est systémique. La technologie peut éventuellement se mettre au service d'un changement de système. La technologie n'est pas une solution, ne peut pas l'être, jamais. C'est un outil qui est mis au service d'une cause ou d'un projet. Tant que la technologie n'est pas mise au service d'un nouveau projet de société, elle est majoritairement du côté du problème. Sauf qu'on adore la technologie parce que quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et il se trouve que notre outil majeur, c'est l'innovation, c'est la technique. On adore ça, on est super fort, on est fasciné par ça. Et donc il y a un problème, on a un outil, on est super fort, on veut que ça matche, quoi. On veut que l'outil soit utile. Et si ce n'est pas vraiment le cas, est-ce qu'on changerait d'outil ? Ah non, on a trop investi. Non, non. Non, on va changer la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Et donc, on ne fait jamais que s'attaquer à ce que l'on sait déjà gérer. Et tout le reste, tout ce qu'on ne sait pas vraiment encore faire, on ne va pas l'essayer, on ne va pas le tenter, on ne va pas rien. Je termine la première partie de mon exposé en vous disant que aujourd'hui, les grands projets de transition, de croissance verte, les grands projets qui vous promettent qu'il n'y a pas vraiment à changer nos modes de vie, on va pouvoir continuer avec quelques aménagements à les maintenir tout en soulageant la nature.
Ces grands projets s'appuient sur une notion qui est celle de découplage. Je ne vais pas rentrer dans toutes les composantes de cette problématique parce qu'elles sont nombreuses. Mais globalement, on va pouvoir croître économiquement. Et oui, parce que notre modèle social en dépend. Donc il ne faudrait surtout pas décroître, n'est-ce pas? Ah, alors à ce propos quand même, petit aparté. Je voudrais recadrer ce débat sur la décroissance. Je vous parle en tant qu'expert, je ne vous parle pas en tant que décroissant, d'accord? Je ne suis pas un militant de la décroissance. Mais juste, ça m'énerve quand des débats sont à ce point-là faussés, des débats si importants. La décroissance, ce n'est pas l'inverse de la croissance. Point. Voilà. Alors le mot est très mal choisi, le concept est très mal vendu, d'accord. Le fait est que la croissance, aujourd'hui, c'est défini comme la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, ça mesure quelque chose. Le contraire de ça, c'est la récession. Éventuellement la dépression. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de militants de la récession. La décroissance, malgré le mot mal choisi, c'est un projet de société. Ça ne mesure rien du tout. Un projet de société qui consiste à voir comment on peut organiser une descente énergétique et matérielle, parce qu'il n'y a pas le choix, hein, soit on le fait, soit on la subira, tout en changeant le modèle économique et social, de manière assez radicale. Après, il y a plein de propositions différentes, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée dans la décroissance. Comment on change tout ce modèle pour faire en sorte précisément que cette descente énergétique et matérielle ne soit pas une casse sociale? Voilà. Résumer la chose à « mais les décroissants sont fous parce que si on fait décroître la taille de l'économie, ça va se casser la gueule et ce sera une casse sociale terrible », oui, ça c'est vrai si on ne change pas le système. Donc précisément, il s'agit de le changer. Bon voilà, donc recadrons un petit peu ce débat déjà. Voilà. Maintenant, après, vous êtes pro ou anti-décroissance, ça vous regarde, mais au moins on a recadré un peu les choses. Donc tout ça se base sur la question de du découplage. Découplage entre les activités économiques d'une part et les impacts sur la nature d'autre part. Mais vous remarquerez que les gens qui parlent de découplage se focalisent sur les gaz à effet de serre. Ils parlent en général de rien d'autre. Et même souvent, ils ne parlent que du CO2 d'ailleurs. Et bon, on nous sort aujourd'hui quelques exemples, il y en a, de certains pays qui ont réussi depuis quelques années un découplage, c'est-à-dire ils ont réussi à avoir un taux de croissance positif, économique, et en même temps, ils ont fait décroître leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors bon, si on intègre les émissions importées, il y a certains pays où c'est plus le cas, mais même si on intègre ces émissions importées, il y a un certain nombre de pays où ça reste le cas. Il y a effectivement des découplages absolus avec les émissions de gaz à effet de serre. Et on dit « Wouhou ! Hurrah !» Ces pays-là qui ont fortement investi dans des nouvelles façons de produire l'énergie, ces pays-là, ils ont réussi, donc c'est bon. Donc on sait faire. Alors je vous ai expliqué que ces grands projets-là ne pourront pas aller jusqu'au bout parce qu'on va manquer de matériaux. Deux, ce que je vous dis aussi, c'est que si ces pays-là peuvent le faire, c'est précisément parce que tout un tas de pays ne pourront jamais le faire. Ce sont des pays riches qui ont pu le faire, pour la grande majorité, des pays riches, désindustrialisés, qui peuvent miser et développer des activités économiques à forte valeur ajoutée en termes de PIB. Et donc oui, c'est facile pour ces pays-là d'avoir un taux de croissance économique positif. Mais ils ne peuvent le faire que parce que les industries lourdes, dégueulasses et fortement émissives sont assurées ailleurs. Donc, ce gargarisé de triomphalisme sous prétexte qu'on a des exemples localisés où c'est possible, c'est débile si on ne peut pas l'étendre au reste de la planète. C'est débile. Le problème climatique, il est planétaire. Au niveau planétaire, il n'y a pas d'amélioration. Les émissions continuent à augmenter, sans même la moindre inflexion. D'accord ? Donc, on se réjouit de fausses choses. Mais surtout, au-delà de ça, le découplage qu'il nous faut, il faut qu'il soit durable et il ne concerne pas que les gaz à effet de serre. Vous l'avez compris, ça va bien au-delà de ça. Est-ce qu'il y a un découplage entre des activités économiques qui croissent et des destructions environnementales qui décroissent? Non, il n'y a pas de découplage, c'est de pire en pire. Est-ce qu'il y a moins de pollution? Non, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a moins d'usage de matériaux, de matières premières? Non, il y en a de plus en plus. Il y a le GIEC pour le climat, renseignez-vous si vous voulez également sur le GIER, le groupe intergouvernemental d'experts des ressources, instance onusienne également, dont les rapports sont très clairs sur le fait que pour produire un point de PIB aujourd'hui, on a besoin de plus de ressources naturelles exploitées que pour produire le même point de PIB, à dollar constant pour les puristes, il y a une bonne vingtaine d'années. Donc il n'y a pas de découplage, il y a un surcouplage. Cette croissance verte est un leurre, et ce leurre est en train de nous tuer. Et ce n'est pas un militant qui vous parle, c'est un con d'ingénieur qui fait des additions et des multiplications. Voilà. Et dans mon métier, on regarde certains chiffres. Alors quand on voit par exemple comment a évolué le PIB depuis le début du 19e siècle dans le monde, une grosse accélération, on se dit est-ce qu'on peut faire ça avec moins d'énergie? Non, ça n'a jamais été le cas. Alors on est plus efficace dans l'utilisation de l'énergie.
D'accord? Mais on ne peut pas avoir une économie qui globalement croît avec une quantité d'énergie utilisée qui globalement décroît. C'est pas vrai, ça n'a jamais eu lieu. Le lien est extrêmement fort de corrélation entre la consommation énergétique au niveau mondial et la production de PIB. Donc plus de PIB égale plus d'énergie. Ah, vous allez me dire, mais on décarbone, donc plus d'énergie peut-être, mais moins de gaz à effet de serre. Eh bien non, voilà, comme je vous disais, au niveau mondial, voilà comment on produit l'énergie primaire au niveau mondial. Encore aujourd'hui, en 2022, on a environ 85% de l'énergie primaire mondiale qui est produite par les fossiles. On décarbone un peu, mais ça ne va pas du tout assez vite. Il faudrait multiplier par 10, 20, 30, 50 le rythme de déploiement des renouvelables, même s'il est déjà impressionnant, et surtout, il faudrait arrêter de développer les fossiles, on continue de les développer. Donc, il n'y a pas de décarbonation. Alors certains disent, oui, mais bon, on va le faire, etc. C'est déjà un peu tard. Faisons-le, hein. Voilà, et les COP nous disent, dans la convention de la CCNUCC, la convention, c'est quoi déjà? La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'il ne faut pas gêner la croissance économique, le développement durable et le commerce international. Donc l'ensemble de ce processus consiste à dire comment on résout un problème sans gêner le système qui l'engendre. Au final, ça ne marche pas. Voilà les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est le début des COP. Ouais, ça a commencé là. Donc moi, je suis absolument persuadé que les COP ont permis effectivement quand même de réduire significativement le problème, parce que les COP ont un véritable potentiel de freinage. Ils peuvent permettre de faire moins mal. D'accord, c'est déjà ça de prix, vous me direz. Mais c'est tout. Le cadre conceptuel des COP ne permet pas de résoudre le problème. C'est comme le développement durable. Voilà, bon, donc, une fois qu'on a dit tout ça, comment on réagit? Alors moi, je vous invite déjà, dans la sphère des idées, à déconstruire des choses, à déconstruire certaines idées, et celles notamment de solutions. On va trouver des solutions, de surcroît souvent techniques. Alors non, il y a une vague qui arrive, on va se la prendre. On peut atténuer la vague, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas bêtement être les bras ballants quand la vague arrive? On apprend à surfer? Pour ça, il faut se projeter. Il faut être capable de se projeter. Je vous rappelle que les surfeurs, les professionnels, peut-être même, d'ailleurs, pas que les pros, hein, je ne suis pas surfeur, moi, ça doit se voir. Les surfeurs se projettent, ils visualisent la vague, etc. Bon, bref, donc, on visualise. On se raconte des récits. Parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on veut projeter comme avenir? C'est une question clé, une question phare, et on doit tous s'approprier cette question, merci Cyril, des récits. Aujourd'hui, le grand récit dominant reste un récit de « on maintient ce système », etc. Et puis il y a quand même des gens qui comprennent que ça ne va peut-être pas le faire, et parmi les gens qui comprennent que ça ne va pas le faire, il y a une autre forme de récit, soit qui apparaissent, soit qui ressurgissent, mais des récits qui sont plus « on va se préparer », mais nous, hein, nous. Alors le nous varie, la taille du nous varie. Et le récit, globalement, de ce récit-là, qui est très puissant aussi, c'est nous contre eux. Une espèce de repli, de recroquevillement identitaire, communautaire, ou autre chose, ou de classe, ou de autre chose. Mais globalement, c'est... Alors il y a des gens qui, quand ils entendent ce discours, la première chose qu'ils disent, oh, vite, je me construis ma petite résilience, là. Donc soit individuelle, soit avec des potes, soit on fait une micro-ferme. Et ça, c'est très bien, d'accord ? Après, il y a d'autres versions de la chose. C'est je m'organise avec les copains, on fait une milice. Encore une autre façon de voir les choses. Il y a une autre façon de faire les choses, c'est moi je suis super riche, je vais m'acheter un bunker dans une résidence privée ultra sophistiquée, ultra sécurisée sur une île. Dans tous les cas, même pour les ultra riches, alors évidemment ce ne sont sans doute pas les premiers à souffrir, mais même pour eux ça ne marchera pas. Parce qu'on dépend tous d'une société. On dépend tous de flux d'approvisionnement et on dépend tous des autres. Alors qu'on soit naturellement poussé ou pas vers la bienveillance vis-à-vis du prochain, qu'on soit de gauche, de droite ou quoi que ce soit, ne serait-ce que par stratégie, il est temps d'être solidaire avec nous et avec le vivant. Il est temps de régénérer les sociétés, régénérer les écosystèmes. Voilà ce qu'il faut faire. Et ça part d'un récit, ça part d'un changement d'imaginaire. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que la guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. Et que c'est à nous d'arriver à reconstruire aujourd'hui un imaginaire où on peut faire comprendre et peut-être faire envie sur le fait que nous, avec eux, ça marchera mieux que nous contre eux. Il faut commencer. Ce n'est pas juste raconter des récits de fiction pour faire envie. C'est aussi mettre en récit, mettre en scène des choses qui existent déjà, parce qu'il y a pas mal de choses, et j'y viens juste après. Des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, oui, mais d'espoir lucide, voilà. Voilà ce que moi je promeus. Et ensuite, donc, il y a la dernière sphère, la sphère du faire. Aujourd'hui, malgré tout, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci parce que tout ce qui vous est proposé,
par d'autres personnes qui, des fois comme moi, prennent une estrade, par des experts, par l'ONU, par le GIEC, voilà. Ce qui est proposé rentre dans 2 catégories. Atténuation, adaptation. On va limiter le problème et on va adapter nos systèmes à ce problème. Et moi, je trouve qu'il y a une question qui est clé, qui est majeure et qui aujourd'hui n'est pas posée. Qu'est-ce qui va se passer si on réalise qu'on n'est pas capable d'atténuer suffisamment vite et qu'on n'est pas capable non plus d'adapter suffisamment vite? C'est quoi après? C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'il va nous falloir développer des capacités d'auto-réorganisation collective face à des crises pour lesquelles on n'a pas prévu de dispositifs efficaces. C'est ça la véritable résilience dont on a besoin. C'est une résilience collective qui s'organise mieux. Je ne vais pas développer là maintenant pourquoi, mais à l'échelle territoriale. Disons simplement que quand c'est trop petit, tout à l'heure je parlais des micro-fermes, on peut être résilient dans une micro-ferme. Le problème, c'est qu'on est résilient que jusqu'à ce que les autres arrivent. Et tôt ou tard, c'est souvent un mardi, les autres arrivent. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes. Donc chacun ne peut pas créer tout de suite, ex nihilo, un projet de quelques dizaines de milliers de personnes. Mais il faut avoir ça en ambition. Il faut se relier, se mettre en réseau, se mettre en lien, co-construire tout un tas de choses. Ce dont on a besoin, ce n'est pas une ribambelle de petits projets. Ce sont des dynamiques. Elles se construisent mieux au niveau territorial, parce que c'est une zone d'influence, une zone de contrôle, une zone où on fait des choses concrètes et on peut gagner en sentiment d'efficacité personnelle contre le sentiment d'impuissance qui aujourd'hui nous écrase. Donc ça, c'est très bien. Plus haut que le territoire, ça devient des usines à gaz. Donc il nous faut des territoires résilients et il nous faut ensuite des réseaux de territoires résilients. Ces territoires doivent être en réseau. Je dis ça parce que regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe lorsque les ressources seront contraintes? Et ça va arriver. Et je ne peux pas vous dire quand. Hein. Si ça se trouve, c'est l'an prochain. Si ça se trouve, c'est dans 10 ans. Je ne suis pas Nostradamus, mais ce n'est pas dans 50 ans. Des ressources qui sont essentielles vont venir à manquer. Qu'est-ce qui se passe si les territoires ne sont pas reliés en réseaux complémentaires et solidaires? Ils vont se faire de la compétition pour l'accès aux ressources. Ce n'est pas de la résilience, ça va partir en cacahuète. Ça va partir en cacahuète, quoi. C'est comme quand les pays se font de la concurrence sur la transition énergétique. C'est débile. Ah, le cuivre, le prix va monter, donc c'est les pays les plus riches qui vont pouvoir faire leur petite transition énergétique de leur côté. Et les autres, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais c'est totalement débile. C'est un problème mondial. On n'a qu'une seule atmosphère. Donc la seule chose rigoureuse qu'on pourrait faire, s'il n'y a pas assez de cuivre, c'est que les pays les plus riches achètent du cuivre pour mettre ce cuivre dans les pays où il y aurait le plus fort gisement de décarbonation. Évidemment, ça ne se fera pas. Vous voyez, la compétition n'a pas de sens. Il faut forcément être ensemble. Et la résilience, c'est bien ça que c'est. C'est avant tout quelque chose. Alors, souvent on dit la résilience, c'est ça, c'est la capacité à rebondir à un choc. Il y a un choc qui arrive, on s'adapte au choc, on passe en mode dégradé, puis on arrive à rebondir pour revenir vers un autre état où on est plus résilient. Voilà, ça c'est la théorie, c'est super, et c'est très bien. Maintenant, concrètement, la plupart des gens qui ont cette vision de la résilience se limitent à une vision classique des risques qui sont des événements. Des événements qui viennent marquer une normalité, comme je le disais tout à l'heure, et le but, après, c'est de revenir à la normale, plus ou moins. Alors que moi, je vous parle de processus qui commencent et qui vont s'accélérer et qui vont s'aggraver. Et collectivement, comment est-ce qu'on est armé pour lutter contre ça? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais demain, peut-être oui. Et c'est là qu'est l'espoir. Parce que c'est possible. Sauf que c'est possible si on décide de le faire. L'intelligence collective, on sait faire, mais ça ne s'improvise pas. Ça demande du travail et ça demande de se connaître. Ça demande de coopérer, de travailler ensemble, etc. Donc imaginez, c'est quelques idées maintenant que je vous balance. Imaginez qu'on puisse produire de l'énergie à l'échelle nationale. Bon, éventuellement, on peut aller avec les pays alentours, mais dès que possible à l'échelle régionale, pourquoi pas départementale, hein, on est ici au département, des capacités de produire de l'énergie qui peut être maintenue, opérée et maintenue de bout en bout, localement. Pas dans un rayon géographique maîtrisable. Ça veut dire ne pas avoir des composants qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire ne pas avoir des minerais qui viennent d'ailleurs. Pas de terres rares, rien. Ça veut dire un immense chantier d'innovation, dont le but, ce n'est pas la performance maximum, dont le but, c'est la performance maximum à l'intérieur des contraintes locales. Comment on peut développer des systèmes qui sont avec une performance et une fiabilité tout à fait acceptables, moins performants peut-être que ceux qu'on a aujourd'hui, mais acceptables, et surtout,
On n'a besoin de personne pour le faire fonctionner, même dans 100 ans. C'est envisageable. On est si fort en innovation, pourquoi aurait-on peur de ce challenge? N'est-ce pas? Allons-y. Est-ce qu'on est capable de créer une offre de mobilité, surtout pour les zones rurales et périurbaines, peu émissive et résiliente, y compris résiliente face à un choc pétrolier, par exemple, ou face tout simplement à la fin de l'ère du pétrole? Bon marché. Alors, je vous le dis, si personne dans cette salle ne trouve une réponse à la question suivante dans les prochaines années, on est mal. La question, c'est comment on fait en sorte qu'avant 2030, n'importe qui vit en zone rurale puisse vivre une vie décente sans avoir à posséder de véhicule. Allez-y, vous avez 4 heures. On développe des low-tech. Ouais, les low-tech. Les low-tech, renseignez-vous sur les low-tech. Allez voir par exemple sur le site Wikipédia, vous allez voir cette infographie que j'ai co-élaborée. Et puis allez lire également la note de la Fabrique écologique sur les low-tech. C'est extrêmement éclairant et ça permet notamment de savoir faire la différence majeure et mécomprise entre l'innovation low-tech et l'innovation frugale. Il y a des points communs, mais ce n'est pas la même chose. L'innovation low-tech, ce n'est pas no-tech. Hein, ce n'est pas le type qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. Ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. L'innovation low-tech, c'est un grand chantier d'innovation, précisément pour arriver à trouver des systèmes qui soient à la fois résilients, à droite, résilience collective, à la fois durables. Là, je parle de durabilité forte. Tout à l'heure, je disais que le mot durable, ce n'était pas durable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la durabilité faible en sciences. La durabilité forte, c'est un autre concept. Je n'ai pas le temps de développer. Wikipédia est votre ami. Mais globalement, comment on fait pour concilier durabilité forte et résilience collective, et également la dimension de transformation collective, culturelle, systémique. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a aussi une mécompréhension sur le fait que la résilience, c'est un truc d'écolo. Il se trouve qu'effectivement, en France, les écolos ont été sans doute, globalement, les premiers à s'emparer de cette question, mais ce n'est pas un truc d'écolo. La résilience intègre nécessairement les questions écologiques, mais c'est une question de sécurité globale. C'est largement différent de l'écologie. Le truc, c'est qu'il faut arbitrer entre la résilience et la soutenabilité écologique. Quand on est 100% résilient, on n'est pas nécessairement 100% écologique et vice-versa. Exemple, le véhicule le plus résilient, c'est un vieux diesel qui peut fonctionner avec de l'huile de friture. C'est dégueulasse sur le plan écologique, mais c'est résilient. Ce n'est pas la même chose. On va avoir besoin de relocaliser un certain nombre d'activités et peut-être même de réindustrialiser certaines choses. Ça, ce sera résilient. Ce ne sera pas écologique. C'est un gros problème, parce que quand on va vouloir remettre une usine quelque part qui pollue, les gens ne vont pas vouloir. Hein. Alors, les arbitrages vont être difficiles. Et pourtant, on a besoin de réindustrialiser certaines choses, la fabrication de certains produits essentiels. Je ne parle pas de gadgets, hein, parce qu'aujourd'hui, on dépend de la Chine majoritairement pour ça, et ça n'est plus possible. C'est plus possible dans un monde où l'ère du pétrole abondant et bon marché se termine. Imaginez qu'on réaménage les territoires. Dans le réaménagement du territoire, il y a énormément de dimensions. Une des dimensions qui m'importe, parce qu'on est tous des systèmes digestifs sur pattes, c'est la préservation du foncier agricole. Aujourd'hui, il y a encore à pas mal d'endroits des gens qui peuvent acheter des hectares, autant qu'ils veulent, s'ils sont très riches, des hectares et des milliers d'hectares de forêt, et en faire absolument ce qu'ils veulent. Non, mais ça, c'est plus possible, ça. Donc, si jamais ça se produit sur votre territoire, il faut l'empêcher. Il faut se mobiliser, il faut dire non. Il faut rentrer en résistance si besoin. Et imaginez qu'on se soit rendu le plus autonome possible en intrants. Alors, c'est quoi que j'appelle les intrants? Ce n'est pas juste les produits. Sur quoi repose notre système de production alimentaire en France, aujourd'hui? Il repose sur le fait qu'on a des semences. Et la plupart des semences qu'on achète, on ne les produit plus nous-mêmes. On les achète à des compagnies multinationales, semencières, etc. Ce n'est pas produit en France. On a besoin effectivement d'intrants phytosanitaires. On a besoin d'engrais. On en utilise trop, mais ce n'est pas grave. Ça demande du pétrole et du gaz. On a besoin d'engrais, sans commentaire. Pas d'engrais, de pesticides, pardon. Pareil, sans commentaire, mais ça demande du pétrole. On a besoin de machinerie, de surcroît une machinerie lourde, énorme, etc. Diesel. Sans diesel, ça ne tourne pas. On a besoin ensuite pour toutes les autres chaînes, pour toutes les autres parties de la chaîne, que ce soit la production, le fait de semer, le fait de couper, le fait de récolter, le fait de ceci, de cela. Ensuite, les traitements, la chaîne du froid éventuellement, la transformation, la distribution. C'est du pétrole, de la graine jusqu'à la fourchette, d'accord? Donc on a besoin aujourd'hui de sortir de cela, et notamment les machines. Ce n'est pas qu'une question de pétrole, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on ne les maîtrise plus, les machines. On est au service d'eux, des machines. Il y a 50 ans, même il y a 30 ans, je pense, la plupart des paysans savaient réparer leurs tracteurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, s'il n'y a pas la bonne pièce qui vient au bon moment des États-Unis ou d'Asie, c'est mort. C'est plus possible, ça. Ce n'est plus acceptable.
Autres intrants, les subventions européennes. Sans subventions européennes, notre système il est mort. Il est en faillite. Autres intrants, de la main-d'œuvre étrangère, spécialisée, à bas coût, saisonnière, qui chaque année vient produire à la place des Français. On va les remplacer comment, ces gens, quand ils ne viendront plus parce qu'il n'y aura plus de pétrole bon marché? Vous voyez tous les enjeux? Alors comment on fait pour le plus localement possible essayer de s'autonomiser, enfin d'être moins hétéronome pour toutes ces choses-là? Et si on mettait en place des pratiques agricoles agroécologiques? Globalement, je schématise, travailler avec la nature plutôt que contre. Recréer des agro-écosystèmes, des équilibres écologiques, remettre de la biodiversité, remettre des arbres. Aujourd'hui, évidemment, vous le savez, notamment à cause de la façon dont la PAC est organisée, et que ça n'arrange personne d'avoir des arbres, on coupe tout, on coupe toutes les haies, tous les corridors écologiques, etc. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Et s'ils ne veulent pas arrêter, il faut les faire arrêter. Il faut y aller, il faut se mobiliser, il faut résister. Imaginons qu'on fasse des grands projets de végétalisation vivrière des zones urbaines. Ça ne suffira pas pour nourrir tout le monde, mais au moins ça fait que les gens passent dans un rythme, que les gens travaillent ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils sont sensibilisés. C'est un début de résilience. Imaginez qu'on boucle les cycles, notamment le cycle du phosphore et le cycle de l'azote. Aujourd'hui, on va manger des choses qui ont poussé, ou des animaux qui ont mangé ce qui avait poussé et qui requièrent du phosphore, on le mange, et est-ce qu'on reboucle le cycle? Est-ce qu'on va faire nos besoins dans les champs? Est-ce qu'on va ensuite mourir dans un champ à la fin de notre vie? Alors je ne sais pas, peut-être chez vous, peut-être que vous allez faire ça. Moi, je ne fais pas ça. Mais la plupart des gens, effectivement, ils vont faire leurs besoins dans de l'eau potable, de surcroît. Et ça part ensuite à la baille. C'est relativement peu récupéré dans les boues d'épuration. Et ça part à l'océan où ça crée de graves problèmes écologiques. Et les cycles ne sont pas rebouclés. Et nos sols sont quasiment morts. Et donc, ils ne sont pas capables de faire pousser un poireau. Et donc, on les perfuse avec des engrais NPK. Ah, du phosphore, mais il vient d'où ce phosphore? Il vient d'ailleurs. Non, il faut boucler les cycles. D'accord? Et ça, rien qu'en recyclant les urines, ça suffit. 65% à peu près du phosphore se retrouve dans les urines. Si nous avions tous des toilettes à séparation d'urine, si nous avions tous des systèmes de récupération des urines qui ensuite sont traités et revalorisés comme intrants, ça fonctionnerait très bien. Il y a plein d'exemples là-dessus. Je sais que je suis à la limite du temps et je termine, j'en ai encore pour 4 minutes environ, je pense. Ensuite, imaginez qu'on ait mis en place des circuits courts locaux. Je précise local parce qu'un circuit court, ce n'est pas local, c'est juste le nombre d'intermédiaires dans la chaîne. Donc si vous achetez directement un néo-zélandais, c'est local. C'est un circuit court, mais ce n'est pas local. Donc imaginez qu'on ait mis en place des circuits courts locaux avec des économies locales qui fonctionnent localement et peut-être par exemple en s'appuyant sur des monnaies locales. Le fait est qu'on risque d'avoir des graves crises économiques, financières aussi, bancaires peut-être, et demain le système pourrait capoter. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que des petits producteurs, si le système dont ils dépendent se casse la gueule, ils aient un plan B et qu'ils puissent continuer à opérer sans devoir mettre la clé sous la porte, parce qu'ils connaissent et parce qu'il y a des circuits entre des producteurs, entre des transformateurs, des restaurateurs, des consommateurs, etc. Imaginez qu'on ait redondé tout ce qui est important dans le système, qu'on ne dépende pas d'un truc, si jamais ça tombe en panne, ah merde. Voilà. Redonder, ça ne veut pas dire la même chose en double, ça veut dire au moins autre chose qui peut faire, notamment quand on dépend d'un dispositif technologique, c'est bien d'avoir un plan B pas technologique. Imaginez qu'on ait mis en place des stocks collectif. J'insiste sur le collectif. En Suède, en 2018, ils ont fait passer dans tout le pays, dans tous les foyers, un livret qui s'appelait « En cas de crise ou de guerre ». Ce n'est pas des fondristes, les Suédois, mais ils ont une culture du risque qu'on n'a pas, hélas, nous, en France. Et dans cette culture du risque, ils disent « Il est possible que dans les prochaines années, il y ait des crises graves, peut-être même des guerres. Il est possible que l'État ne puisse pas assurer votre sécurité à tous. Donc voici quelques conseils et recommandations que vous pouvez mettre en place à votre niveau. » Et j'aime bien ce livret, sauf un truc. Il y a un truc qui me déplaît, c'est qu'ils disent « Il faut que vous fassiez des stocks ». Parce que quand on dit ça à une population, on sait très bien que la plupart ne vont pas le faire. Et le jour où on aura besoin de recourir à ces stocks, mais qu'est-ce qui va se passer quand Jürgen, qui n'a pas fait son stock, sait que son voisin Sven, lui, il en a fait, sauf qu'il déteste Sven. Bon, bref, ça ne crée pas nécessairement de la résilience globale. Donc il y a des stocks individuels, si vous voulez, mais surtout des stocks collectifs, gérés collectivement. Et tout ça doit se faire en solidarité et en inclusivité. Ce n'est pas un gauchiste qui vous parle, c'est un expert de la résilience qui vous dit que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Voilà. En l'occurrence, il y a des maillons fragiles de la chaîne sociale et c'est là que ça va casser en premier. Et c'est là que les problèmes et les fractures vont apparaître en premier. Si ces personnes-là ne font pas partie de la solution, si elles ne sont pas engagées et si on ne co-construit pas avec elles, et je pense que dans cette salle, il y a relativement peu de maillons fragiles de cette chaîne sociale aujourd'hui, eh bien, il faut aller vers ces gens, il faut co-construire avec eux, échanger, on a des choses à leur apporter et vice-versa. Mais globalement, ça doit se co-construire avec des gens différents de vous et même avec des cons. Même avec des cons. Voilà.
Si ce n'est pas l'autre le con, c'est vous, de toute façon. Donc, il faut apprendre à bosser avec des cons. Tout ça, ça demande de la régénération, à la fois socioculturelle, c'est la cohésion sociale, et à la fois écologique. Bon, et je termine sur une idée, après j'arrête. Je termine sur une idée qui est que, aujourd'hui, on doit avoir une conversation collective sur nos besoins. Il y a 2 types de besoins. Il y a les besoins pour survivre, et là, on est à peu près tous égaux devant la nature. Voilà, on peut se mettre d'accord facilement. Et puis après, il y a les besoins sur vivre. Ce que c'est que vivre. Et là, ça dépend des gens. Il faut discuter de ça. Ça dépend aussi des valeurs. On ne sera pas tous nécessairement d'accord. Mais on peut peut-être converger vers des choses essentielles et communes. Il faut avoir cette conversation sur nos besoins. La conversation qui suit, c'est comment on y répond. Et de quoi dépend la satisfaction de ces besoins. Et la 3e conversation, c'est, une fois qu'on a identifié ces choses-là, comment on fait pour les protéger, pour préserver ces choses dont dépend la satisfaction de besoins. C'est ce qu'on peut appeler des communs, et c'est à la fois le foncier nourricier, les aquifères, certains écosystèmes, certaines infrastructures clés, certaines institutions peut-être, même s'il faudrait les changer. C'est à la fois un certain nombre de choses qui existent. Le système de santé, le système d'éducation, l'accès à la connaissance aussi, même si, attention, accès à l'information, accès à la connaissance, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas sûr qu'Internet, globalement, serve beaucoup aujourd'hui encore la connaissance. Bref, passons. Donc, il faut tout cela soit préservé, notamment des logiques de spéculation, etc. Donc, comment on gère collectivement les communs? Et pour cela, et ça vient, la suite de cette proposition, c'est une fois qu'on a préservé les communs, et si on faisait en sorte que l'accès à l'essentiel soit garanti pour tous? Tout le monde peut avoir droit au premier litre d'eau, au premier kilowattheure d'électricité, au transport en commun, au premier ceci, au premier cela, la base pour vivre, pas gratuitement, mais à un prix régulé le plus bas qui existe possible. Totalement, d'ailleurs, pas rentable, à un prix bien inférieur à ce que ça a coûté à le produire. Tout le monde a ça. Tout le monde a au moins la sécurité de base qui est assurée. Après, si tu consommes plus, tu payes. Tu consommes beaucoup plus, tu payes beaucoup plus. Tu remplis ta piscine en pleine canicule, et au final, ça peut s'équilibrer. D'accord ? Ça ne coûte rien, en fait. Voilà. Et c'est une façon de rééquilibrer les consommations et d'arrêter la gabegie. Donc, si on fait ça, tout peut changer. Tout peut basculer. C'est précisément parce que c'est basculant que ça n'arrivera pas. On ne peut pas imaginer. Ça, c'est une des dimensions, par exemple, d'un projet de décroissance. On ne peut pas imaginer qu'un État dise « allez, on le fait » et précipite tout le pays dans une voie qui n'a jamais été explorée. On va expérimenter. Non, personne ne fera ça. Donc ça ne peut pas venir d'un État, jamais. Ça peut venir d'un département. Ça peut venir d'une commune. On peut faire des expérimentations. Et la clé de l'avenir, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça ne veut plus marcher. Ah, voilà. La clé de l'avenir, c'est sur expérimenter. Expérimenter les différentes pièces d'un puzzle, à certains endroits, valider des modèles alternatifs par morceaux, et quand demain le modèle actuel va se désagréger, ça a un petit peu commencé, mais ça va s'accélérer, alors vous n'aurez pas le modèle parfait déjà constitué, mais vous aurez toutes les pièces, et on pourra commencer à discuter de manière intéressante. Et tout ça, enfin, ça se fait avec des chantiers coopératifs, où ce n'est pas juste quelques personnes de leur côté, mais on essaye d'émuler et de faire en sorte qu'il y ait une dynamique autour avec des gens les plus nombreux possibles et les plus différents possibles. Voilà, donc tout ça, ça se fait ensemble. C'est un écosystème, c'est ma dernière slide, c'est un écosystème avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs, c'est des gens qui étudient, qui conceptualisent et qui proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs, ce sont des gens qui mettent au point, qui montrent l'exemple, qui transmettent leur savoir-faire, j'en fais pas vraiment partie. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, qui diffusent, qui essaient de rendre inspirant, j'essaie d'en faire partie, on en a un ici. Les organisateurs sont des gens qui structurent, qui animent, qui coordonnent un projet, un mouvement, une dynamique. Et les facilitateurs sont des gens qui font ou pas partie des projets, ils peuvent être extérieurs au projet, mais ce sont des gens qui ont des moyens. Ce n'est pas forcément de l'argent. Ils peuvent financer, ils peuvent patronner, ils peuvent en capacité. Ils peuvent faire du mécénat de compétences, ils peuvent prêter ou donner ou louer un lieu, du matériel, faciliter l'accès à des compétences, à un réseau, etc. Là, moi, je vous ai dit où j'étais. Et la question maintenant que vous devez vous poser chacun, c'est quel acteur du changement êtes-vous ? Quel acteur du changement pouvez-vous être ? Quel acteur du changement voulez-vous être ? Tout ça, ça peut et ça doit commencer, ça ne coûte pas un copec, par des conversations. Organiser des conversations autour de vous dans vos différents réseaux et poser à la base cette question, que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital. Ce n'est pas une question d'autarcie.
Voilà. Si vous arrivez à trouver des réponses concrètes à cette question, vous créerez des espoirs lucides. Nous sommes à une croisée des chemins, et c'est le déclic ou le déclin. Je vous remercie. Merci. Je referme. Je referme. Hein. Merci Arthur Keller. Les applaudissements ont été nourris. Les sourires sont revenus sur la fin. Il y avait quand même un vrai sentiment d'oppression et sans doute à juste titre. On a tous ressenti au cours de votre intervention. Vous appelez à la conversation. Commençons cette conversation. Vous allez avoir le micro si vous le demandez. On a une dizaine de minutes d'échange. Cyril Dion et puis mesdames et messieurs les élus, vous pouvez aussi poser une question bien sûr à Arthur Keller. Madame. Oui, bonjour, je m'appelle Régine Lange, je suis vice-présidente de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Je voulais vous remercier pour cette conférence et pour la qualité de ce que nous venons d'entendre. C'est pas la première fois qu'il y a des conférences comme ça. En tout cas, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je sais quel type d'acteur je peux être, celle de poil à gratter, parce que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il y a beaucoup d'élus, j'en connais pas mal ici, et je me dis, normalement, si cette conférence a atteint son but, ils vont tous être dans le bureau du président dès la fin des interventions, pour dire, ça y est, on a eu des idées, je pense qu'il y a des choses à faire, on a des initiatives à mettre en place. Normalement, bon gestionnaire, M. Georges Méric devrait dire « mais on n'a pas de sous, comment on fait ?» Ils vont dire « mais pas de problème, on a compris. On a tout compris parce que avant de régénérer la nature, bien sûr, il va falloir le faire. Et pour maintenir et ne pas rompre tous ces cycles-là, il va peut-être falloir commencer par pas tout casser. Et on ne peut plus soutenir des projets qui artificialisent des terres agricoles. On ne peut plus financer des projets qui détruisent des zones naturelles, des zones humides. On ne peut plus déboiser, on ne peut plus ne pas faire attention à tout ce qui, dans les projets urbains qu'on soutient et qu'on finance, je fais vite, vont péter ces cycles-là. Donc maintenant, on ne peut plus voter pour l'autoroute Toulouse-Castres. Je reviens au local, puisqu'apparemment on est sur le local. On ne peut plus voter pour la jonction Est. Et on ne peut plus soutenir tous les projets qui vont déboiser, comme le bois de Toussico, etc. Et je ne vous en dis pas d'autres, bien sûr, mais je pense que j'ai été comprise. Voilà, donc poil à gratter, je mets les pieds dans le plat, mais si on veut vraiment que ça vienne des territoires, si on veut vraiment que tout ce qu'on a vu ce matin ne soit pas que de la peinture verte, il faut que tout le monde soit dans le bureau du président tout à l'heure, et on peut vous accompagner si vous le souhaitez, mesdames, messieurs, pour vous dire, maintenant c'est bon, on n'a plus le temps, on a tout compris. Et on va travailler, réfléchir, bien sûr, à votre disposition pour la conversation. Merci. Ça marche ou pas très rapidement, parce que ça n'appelle pas forcément une réponse de ma part, mais je voudrais dire une chose. C'est que nous vivons dans un système où chacun... Vous m'entendez bien, là ? Eh oui, mais je suis déjà... Ok, bon, d'accord. Donc, ouais, rapidement. Donc, on est tous dans un système où on a chacun un rôle qu'on s'est donné ou qui nous a été attribué, et on a des marges de manœuvre qui sont attribuées, enfin qui sont adjointes à ce rôle. Donc on a voilà, un certain pouvoir de décision, plus ou moins grand, et puis des marges de manœuvre. Le truc est le suivant. Si chacun, aujourd'hui, d'entre nous, utilise à fond, dans le bon sens, et de surcroît de manière efficace, les marges de manœuvre dont il ou elle dispose, si on arrive à faire ça, alors honnêtement, ça va changer beaucoup de choses. Et ça serait déjà vachement bien. Mais ça ne suffira pas. Parce qu'on ne change pas le système. Simplement, on va dans le plus loin de ce que peut permettre ce système. Voilà. Mais si on ne remet pas en question, une fois de plus, toutes les clés, tous les rouages qui font qu'on a besoin de produire toujours plus, parce que notre modèle social en dépend, et puis si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Maintenant, donc, il faut aller au-delà de nos marges de manœuvre.
il faut faire du zèle. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, parce qu'après... Non, je ne vais pas le dire. Non, je ne vais pas le dire. Non, parce qu'il y a des gens ici quand même qui ont l'intention d'aller au-delà. Voilà, on va dire ça. Donc déjà, c'est bien. Il faut déjà avoir l'intention de le faire. Le fait est que, même ça va être compliqué de changer complètement le système comme il faudrait. C'est pour ça que je vous le dis. Je ne pense pas qu'il soit... Je voudrais faire passer ce message aussi. Je ne pense pas qu'il soit possible, avec en plus le timing qui nous reste, je ne pense pas qu'il soit possible de changer le système. Je pense que l'on peut le faire évoluer et qu'on peut le rendre moins nocif. Je pense qu'il y a certaines parties de ce système qui sont hautement destructrices pour pas grand-chose, si ce n'est peut-être quelques dividendes à quelques actionnaires, qu'il faut arrêter. Et comme ça ne viendra pas d'eux, leur changement à eux dépend aussi, c'est comme ça, de nous et de la pression qu'on leur met. Donc tout cela, il faut être militant, il faut être engagé, même si on n'a pas le gène du militantisme en soi à la base, hein, parce que là, voilà, l'enjeu le requiert. Et une fois qu'on a dit tout ça, oui, on peut changer un certain nombre de choses, rendre le système moins nocif, mais une fois de plus, je ne pense pas que ça suffira à le faire basculer complètement. Et c'est pour ça que je vous dis, construisons par des expérimentations, par le fait d'avoir des différentes manières de vivre qui sont démontrées, différents systèmes qui sont en parallèle de ce système, démontrer que ça fonctionne, avec des indicateurs, mais aussi avec des récits qui montrent que c'est inspirant, que les gens ils se transforment au bout d'1, 2, 3 ans, ils n'ont pas les mêmes rapports les uns aux autres, c'est aussi tout ça. Rendons ces récits inspirants, diffusons-les, et tout ça fait que, demain, quand il va y avoir des points de bascule, mais pas ceux qu'on aura réussi à créer nous-mêmes, j'y crois pas moi, personnellement. Non, ceux qu'on va se prendre dans les dents. Il va y avoir des moments, il va y avoir des moments où les gens vont paniquer, dire merde, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces moments-là, les gens ne vont pas innover. Ils ne vont pas créer du neuf. Ils vont se raccrocher à des choses qui ont l'air crédibles et solides. Et bien, il faut à ce moment-là que le plan B soit disponible. Ne serait-ce que toutes les pièces du plan B, pour qu'il n'y ait plus qu'à les assembler et à tenter des choses et à se raccrocher à des choses qui fonctionnent déjà dans les territoires. Et là, tout le monde pourra se raccrocher à ça, tout le monde, enfin, ce ne sera jamais tout le monde, mais une grande partie des gens, et on pourra ensemble contrer le chaos. Pascal Bourreau. Oui, merci beaucoup Arthur de nous avoir ouvert les chakras, surtout à la fin de votre exposé. Et je crois qu'effectivement, les solutions, il faut les travailler ensemble. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au-delà de la crise de la démocratie représentative et des limites de la démocratie participative, il faut aller vers une démocratie coopérative. Mais une question par rapport aux limites. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas une limite par rapport à nos propres cerveaux, où le striatum, le cerveau primaire, a toujours les commandes sur le cortex cérébral? Alors, quel pourrait être le déclic pour que le cortex cérébral s'oriente enfin vers la bonne direction? Alors merci. Voilà, vous faites référence à la théorie de Sébastien Boller, qui est très intéressante, mais quand même, je le précise, qui est une théorie. Voilà, une théorie qui ne fait pas l'unanimité parmi les experts de ce qui se passe dans nos crânes. Donc, c'est une théorie, pourquoi pas. Là, on est sur de l'individuel. Le problème de l'individuel, c'est qu'il est difficile à massifier. Donc il y en a beaucoup qui disent la transformation, ça passe d'abord par soi-même. Une transformation, ok, individuellement, oui, mais on a un enjeu sociétal et systémique. Donc le problème, c'est le passage à l'échelle. Hein. Et c'est surtout là qu'est l'enjeu. Donc il y a plein de façons de libérer les esprits des gens individuellement. Et la meilleure façon, c'est l'action. C'est-à-dire que ça a été prouvé depuis longtemps, puisqu'on parle de psychologie, que l'homme, l'humain, n'est pas un animal rationnel, mais c'est un animal rationalisant. Là, pour ça, il faut regarder les travaux de Léon Festinger et de Elliot Aronson, qui sont les pionniers sur les questions des dissonances cognitives et des dénis. Et le fait est qu'ils nous disent que la plupart des gens, évidemment il y a des exceptions, la plupart des gens, s'ils étaient rationnels, qu'est-ce qu'ils feraient? Si leur vision du monde évolue, alors ils vont adapter leur comportement en fonction de ce qu'ils comprennent du monde. Eh bien, ils ne font pas ça. La plupart des gens, ils font l'exact contraire. Ils adaptent leur vision du monde à ce qu'ils font. Ils rationalisent a posteriori ce qu'ils ont fait. Donc, si on veut que les gens passent à l'action, ce qu'il faut faire, c'est les faire passer à l'action. Ça a l'air con, mais il faut organiser des chantiers collectifs, coopératifs, et travailler de manière créative à ce qu'il y ait des chantiers très différents, qui demandent des types d'investissements très différents, qui vont parler à des gens très différents, en mettant en place des façons de communiquer autour de ces projets, des incentives, hein, comme on dit, des carottes pour faire venir les gens
différentes pour essayer de faire en sorte que le plus de gens différents se croisent et commencent à travailler ensemble sur des choses qui participent de la cohésion sociale, qui participent de la régénération écologique, qui participent de la résilience collective, de la transition écologique, patatoche. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut faire. Et c'est parce que les gens vont un jour, pour une raison que même n'auraient peut-être pas anticipé, parce qu'ils vont venir, parce qu'ils vont croiser d'autres personnes, discuter à ce moment-là, et puis entendre certains trucs, et puis la petite graine va être semée, et puis ça va faire son chemin, qu'ils vont changer leur vision du monde. Et plus on agit, plus on agit. Ça s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Donc ça, c'est pour débloquer. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est dit, et je dis bien il faut le faire, si parmi vous, dans la salle, il y a des gens qui ont envie de se bouger, il faut que vous vous mettiez en groupe, que vous trouviez les autres de l'étoile. Vous êtes où sur l'étoile? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, les différents rôles. Vous êtes où et comment vous trouvez les autres? Parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Et une fois que vous avez les autres, travaillez. Et n'oubliez jamais la dimension de rendre ce que vous faites inspirant. N'oubliez jamais la dimension de communiquer, ou en tout cas de documenter chaque étape de votre projet. Ça, c'est une chose clé que je répète souvent. Et c'est vrai que les gens n'y pensent pas en général. Si vous avez un projet, dès la première réunion, vous prenez une vidéo ou des photos et puis vous posez des questions aux gens. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui fait que tu es là? C'est quoi tes attentes? C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes phobies? C'est quoi tes espoirs? Qu'est-ce que tu peux apporter à ce projet? Qu'est-ce que tu espères que les autres t'apporteront? Etc. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que les gens vont se comporter si jamais demain il y avait une grave rupture de continuité? Est-ce qu'ils vont être dans l'entraide? Est-ce qu'ils vont être d'après toi? Et puis vous consignez ça. La première fois, ça va être une vidéo où vous êtes 3 un vendredi soir au mois de novembre dans la cuisine de Cynthia. Et franchement, vous ne savez même pas ce que vous voulez faire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pas sexy. Alors vous allez vous dire, on ne va pas prendre une vidéo de ça. Ah non, 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 non. Au contraire, prenez une vidéo de ça. Mais ne la mettez surtout pas sur les réseaux sociaux, vous auriez l'air ridicule. Vous gardez ça quelque part. Et vous faites ça tous les 2, 3, 4 réunions, et vous faites ça pendant la durée du projet. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, là, vous avez un sacré récit à raconter. Et même pour les gens eux-mêmes qui ne se sont pas rendus compte de comment ils ont évolué en 3 ans. Regardez où on était il y a 3 ans. On était 3 dans la cuisine de Cynthia un vendredi. Regarde aujourd'hui, là. On est 65. Regarde le lieu comme c'était moche. Regarde ce qu'on en a fait. Regarde ce que les gens répondent aux mêmes questions que quand on leur posait il y a 3 ans. On a créé quelque chose. Ça, c'est inspirant. Ça va se diffuser. Et votre projet local, il va dépasser le local. Il va inspirer au-delà des frontières. Voilà ce vers quoi il faut tendre. Donc, c'est bien de dire il faut faire passer les gens individuellement à l'action, mais il faut toujours tendre vers le collectif, toujours tendre vers le signe. Essayer d'influer, essayer de relier et de faire du système, etc. De faire du réseau. Est-ce qu'on a encore... oui, une question. Ah, plein de questions. Bon, peut-être qu'on ne va pas prendre toutes les questions là maintenant et qu'on les... Je ne sais pas qui avait le main en premier. Peut-être monsieur là-bas? Mais cela dit, il y a 2 autres moments où vous pourrez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Ok. Il y a Cyril aussi. Merci beaucoup pour l'intervention. Formuler la question, on est tous des parents ici, on a tous une activité professionnelle, c'est une manière de contribuer à la vie collective. Ma question, c'est, je suis inquiet en tant qu'adulte, mais je suis beaucoup plus inquiet en tant que parent. Comment on peut préparer nos enfants et ceux qui sont, on va dire, dans la vingtaine, à justement se mettre dans les meilleures dispositions par rapport à l'avenir qui nous attend justement? J'ai souvent des questions de ce type-là. C'est pas pour dire que ce n'est pas original, mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui se posent des questions en tant que parents. C'est normal. Très honnêtement, les enfants, alors à partir d'un certain âge, bien sûr, à partir peut-être de 7-8 ans, ils sont beaucoup plus capables d'entendre ce discours que les adultes. Beaucoup plus. Les adultes ont peur que ça va les traumatiser, mais ils ont beaucoup moins à déconstruire que nous. Et ils peuvent directement se mettre dans le bon état d'esprit beaucoup plus facilement que nous. Et il faut surtout le faire avant l'adolescence, si possible. Parce qu'à l'adolescence, après, ça peut partir en cacahuète. Et donc, il y a les enfants, mais c'est eux la clé, en fait. Enfin, c'est eux la clé, non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire, en tout cas, au sein d'une cellule familiale, le changement passe plus souvent par les enfants et ensuite ça remonte vers les parents que le contraire. Donc, il faut leur montrer des conférences, les miennes ou d'autres. Il faut leur montrer des conférences, il faut leur montrer des films ou des choses intéressantes qui inspirent. Et puis ensuite, il faut leur montrer, regardez tout ce qui existe déjà. Alors, j'ai pas vraiment, évidemment, j'ai pas le temps là, sur un format comme ça de développer trop, mais aller regarder par exemple, évidemment, du côté, on a évoqué Rob Hopkins, pardon, tout à l'heure.
côté des villes et territoires en transition, excusez-moi. Villes et territoires en transition, c'est déjà une bonne boîte à outils pour construire un monde post-pétrole. Voilà, il n'y a pas tout, c'est souvent des petites initiatives locales. Ok, ça ne suffit pas, mais l'ADN est là, les éléments sont là. Donc on peut aller faire ses courses et puis faire sa propre recette. Donc ça, c'est déjà intéressant. Allez regarder sur le site de SOS Maire, MAIRES, il y a une partie du site sur des communes qui font des choses en France. Il y a déjà pas mal d'exemples de choses très intéressantes. Je ne vais pas faire la liste là, je vous y renvoie. Donc voilà, il faut en tout cas à la fois les prises de conscience, c'est la dimension intellectuelle, j'ai envie de dire. Il faut ensuite jouer sur l'émotionnel et notamment, très important, de renouer des relations entre nous et avec la nature. Parce qu'on a perdu ce lien au naturel, ça c'est une catastrophe, et on est dans une société qui se fragmente et qui se constitue en bulles et en replis de bulles, etc. Donc ça c'est une catastrophe. Donc il faut essayer, pour les enfants ça marche encore mieux, de les amener, et ils sont très ouverts à ça, c'est après qu'on se referme en fait, souvent, par la société. Les amener à nourrir et à chérir ça, et une fois qu'on a ouvert comme ça les ponts, leur donner ensuite, les inspirer avec des exemples concrets. Et si vous faites des projets, il faut que vous choisissiez dans vos projets, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, une personne qui va incarner ce projet, qu'on va choisir parce que elle dégage quelque chose, parce qu'elle a du charisme, parce qu'il faut déclencher le désir mimétique chez les gens. Ah, j'ai envie d'être comme cette femme, j'ai envie d'être comme cet homme. Voilà, ça marche aussi très bien, et beaucoup chez les enfants à l'étape où ils se créent des idoles. Je suis sûre que Cyril Dion va avoir évidemment beaucoup de choses à dire sur ce point, et je vous propose qu'on passe justement à son interview. Celles et ceux qui avaient des questions, gardez